là où tu te rends compte. Bonjour à tous et bienvenue dans notre table ronde Gaming for SIDAction. Gaming for SIDAction, pour ceux qui ne connaissent pas, même si tous ceux qui sont sur ce plateau connaissent très très bien, c'est la deuxième édition de cette très belle mobilisation du monde des gamers, des streamers, des gameuses, des streameuses au profit du SIDAction. Deuxième édition en ce moment même, ça a commencé vendredi à 14h, ça se terminera dimanche à minuit, je crois, jusqu'à minuit pour faire vos dons. Alors, comme traditionnellement sur Internet, par téléphone, mais tout spécifiquement sur Twitch, grâce aux chaînes de tous les streamers. Ils sont une cinquantaine mobilisés à quelques mètres de nous. D'ailleurs, on les entend bien. Il y a une belle énergie. Table ronde, pourquoi ? Puisque il y a du stream évidemment pendant 3 jours, il y a du gaming, il y a certains même qui streament de l'actualité. Pourquoi table ronde maintenant ? Eh bien pour faire le point ensemble sur le SIDAction, mais aussi le VIH, le SIDA en 2022, la lutte contre le SIDA, la recherche contre le VIH, peut-être un jour un vaccin, on croise les doigts, les traitements, l'accompagnement aussi des personnes séropositives et la prévention. 5 invités avec moi que je vous présente tout de suite. La professeure Françoise Barré-Sinoussi. Bonsoir professeur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Présidente de SIDAction, prix Nobel de médecine pour avoir participé à la découverte du VIH. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, le docteur Louis Pizarro. Bonsoir docteur. Bonsoir. Responsable des projets VIH SIDA à United. United, c'est la branche VIH SIDA à l'ONU. Alors c'est un programme. Oui, on peut dire que c'est la branche peut-être qui aide à faire arriver dans les pays à faibles ressources toute l'innovation en santé, notamment les nouveaux médicaments, et notamment les nouveaux médicaments contre le VIH. Et c'est aussi tuberculose et paludisme. Mais aujourd'hui, évidemment, on va parler VIH. On aura l'occasion d'en parler puisqu'on a divisé, je vous le dirai, cette table ronde en quatre grands thèmes, notamment la question de la situation internationale sur le VIH, sur le SIDA. À vos côtés, Marie Palot. Bonsoir Marie. Bonsoir. Je peux dire 17h, on va dire bonsoir. Animatrice télé, internet, streameuse et qu'on retrouve notamment dans une émission que j'aime beaucoup qui est Popcorn, chez l'ami PA Domingo sur Twitch. Marie, merci d'être avec nous. À ma gauche, Florence Thune. Bonsoir Florence. Bonsoir. Directrice générale du SIDAction. Florence, j'imagine que pour Florence, ces 3 jours sont 3 jours très chargés. Oui, ça très va chargé, intense. Du stress, l'énergie aussi, donc c'est super. Et beaucoup de bonheur, puisqu'il y a beaucoup de belles choses. Ouais. Et à vos côtés, Brody Brox. Comment ça va, Brox ? Bah écoute, ça va très bien, et toi ? Merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Joli titre, ambassadeur de ce Gaming for SIDAction. On se dispute tous les deux le plus joli titre, parce que j'ai la chance d'en être le parrain, et Brox en est l'ambassadeur. Personnalité historique de la scène e-sport, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent bien le monde du jeu vidéo le connaissent parfaitement. Streamer, influenceur, gaming, lifestyle, plein de choses, musicien. Je ne veux pas lui faire de la pub, mais si, j'en fais un petit peu. Il y a une campagne de pub actuellement à Paris, en France, dans le monde entier, pour une marque de vêtements que je ne vais pas citer. Mais si vous voyez un beau gosse sur les affiches quelque part, c'est lui. Voilà. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. À tous les 5. Ensemble, on va faire le point, je le disais, sur la recherche, les actions d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, les actions de prévention, c'est très important, la situation internationale, on en parlait tout à l'heure, la question du rapport des jeunes au VIH aussi, pour terminer dans notre 4e partie, ce sera ça. Mais pour commencer, j'ai envie qu'on commence peut-être par l'essentiel. Je me dis que tout le monde n'a pas forcément 2 heures à rester avec nous. Et je me dis, tiens, quelqu'un qui va rester 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure avec nous, il aura peut-être entendu quand même un message très important. Donc, je propose à chacun que vous me disiez ce soir, pour commencer, quel est le message, selon vous, le plus important que vous aimeriez faire passer ce soir. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, pour commencer. Mon message, ça ne va pas être la recherche, ça va être dépistage. Dépistage parce que c'est absolument critique dans cette épidémie. Dépistage parce que si on se fait dépister le plus tôt possible, on va bénéficier à titre individuel rapidement des traitements. Dépistage aussi parce qu'on protège les autres, parce que si on est pris en charge, eh bien, à ce moment-là, on sera sous traitement et on ne transmettra plus le virus aux autres. Alors, dépistage. Dépistage, je précise d'ailleurs qu'il y a des dépistages gratuits actuellement là où on est, à l'e-spot à Paris. Je donne même l'adresse, c'est 150 rue de Rivoli. Voilà, c'est tout le week-end. Voilà, n'hésitez pas. Et le dépistage qui a souffert, je crois, de la crise sanitaire, de la crise du Covid, et on aura l'occasion d'en parler ensemble. Florence Thune, s'il n'y avait qu'un message en cette fin de journée, en ce samedi après-midi, ce serait lequel ?
Alors, j'ai presque un petit peu triché. Je vais dire mon premier message, c'est donner acide d'action, donc c'est très court. Mais aussi, en rebondissant sur ce que disait François, c'est ce dépistage, il permet effectivement de connaître son statut. Et si on est séropositif, d'où l'importance du dépistage, c'est d'avoir accès à des traitements, de rester en bonne santé et aussi de ne pas transmettre le VIH. Le message à retenir ce soir, c'est de se dire qu'une personne qui est sous traitement, sous un traitement efficace, elle n'a aucun risque de transmettre le VIH. Et ça, c'est vraiment important en termes aussi de discrimination. On y reviendra dans la soirée. Bien sûr, le développer, parce qu'aujourd'hui encore, en 2022, il y a encore des idées reçues, sinon des fake news sur le VIH. Voilà, et on les rappellera tout à l'heure parce que c'est essentiel. Je vais passer un petit message en régie parce qu'il y a une énergie incroyable là-bas. Donc on entend des let's go énormes. Ce sont les 50 streamers mobilisés qui sont en train de faire tomber les dons pour le site d'action. On les entend très très bien. Du coup, pour bien s'entendre ici, n'hésitez pas en régie. Ah bon, je crois qu'on les voit. Voilà, ils sont mobilisés là. N'hésitez pas en régie juste de monter un tout petit peu notre retour ici sur le plateau pour bien s'entendre entre nous parce que les let's go de là-bas couvrent parfois les propos. Pas besoin de micro. Docteur Louis Pissarro, un message, le message essentiel ce soir pour vous, ce serait Alors, si on pense à la Covid, je pense qu'on s'est rendu compte qu'il y a des problèmes de santé qui touchent à la planète entière. Et qu'il n'y a pas la Covid ici, la Covid des Africains. On a bien vu qu'on était liés tous dans la même planète. Et sur le sida, c'est pareil. On a trop longtemps pensé qu'il y avait le sida des Africains, le sida des Européens, le sida des riches, le sida des pauvres. Et je pense que comme pour la Covid, si on veut arrêter le VIH, il faut qu'on le fasse partout dans le monde. Et c'est ce que j'espère, on va discuter aujourd'hui. Bien sûr. Marie, contrairement aux trois, Brooke, c'est la même chose, aux trois personnes qui viennent de s'exprimer, ton quotidien n'est pas dans la lutte contre le VIH et le sida, mais tu as tenu à être avec nous ce soir. Est-ce que je peux te demander pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie, à mon sens, et j'ai pu le palper par l'expérience des proches et des discours que j'entends régulièrement autour de moi, j'ai assisté à un désintéressement assez fatal, je trouve, vis-à-vis de cette maladie, qui a perdu en gravité dans le discours des gens, comme si c'était une maladie d'avant, une maladie d'un autre part, comme vous disiez. Et c'est vrai que la Covid, qui s'est beaucoup centrée dans notre actualité, a peut-être aussi éclipsé ces maladies du quotidien, ces malades aussi, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être placés aussi dans les débats de société et dans les accompagnements, etc. Donc, si j'avais un message, ce serait aussi que c'est toujours une maladie d'actualité. Le VIH est toujours là, le sida est toujours là. C'est toujours aussi grave, mais il y a beaucoup d'espoir et heureusement, on a eu beaucoup de belles découvertes et de progrès. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont la sensation que c'est moins grave, mais ça l'est toujours et on a besoin de vous. Marie, tu as raison de parler de l'avancée, de la recherche, des traitements, des progrès, comme tu le disais à l'instant. D'ailleurs, on va commencer dans un instant, juste après avoir donné la parole à Brooks, par l'état de la recherche. Brooks, merci de ta mobilisation d'abord tout au long de ce week-end, parce que c'est beaucoup d'énergie. Je t'ai vu beaucoup donner de ta personne tout à l'heure en début de journée. Pourquoi tu voulais aussi être avec nous dans la table ronde ce soir ? Je voulais être avec vous parce que moi, de mon plus jeune âge, parce que maintenant dans le monde du jeu vidéo, je fais partie des vieux. Alors que tu as quel âge, c'est pas discret. J'ai 30 ans. Donc 30 ans, donc, dans le monde du jeu vidéo, tu es un vieux. Je suis un ancien, exactement. Alors moi, je suis quoi du coup, Brooke ? Je suis quoi du coup ? Je suis... fresh. Donc tu es un ancien Et en gros, moi j'ai été très vite sensibilisé quand j'étais plus jeune, parce que dans ma génération, on regardait énormément la télé. J'ai beaucoup de neveux, de nièces aujourd'hui qui, eux, regardent beaucoup moins la télé qu'auparavant et qui sont beaucoup plus accrochés à des réseaux sociaux ou aussi à Twitch. Donc je pense, et aussi qui nous voient, nous, comme des porte-parole, un peu leurs grands frères, leur exemple. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'envoient des messages comme quoi je suis leur exemple. Et voilà, j'ai envie qu'ils prennent conscience de la gravité de cette maladie. Parce que moi j'en ai pris conscience très très jeune. Je savais déjà très très jeune que c'était une maladie qu'il fallait prendre à la légère. Donc aujourd'hui je me suis dit peut-être que c'est à mon tour de sensibiliser. Peut-être que je peux utiliser la force que j'ai pour leur en parler comme un grand frère et leur montrer que voilà, c'est important de se protéger, de se faire dépister pour essayer d'arrêter au maximum cette maladie et de ne pas la transmettre
pour la ralentir au maximum. Donc pour moi, c'était important de communiquer vis-à-vis des jeunes qui nous suivent et qui nous prennent pour exemple. Brooks, il soulève quelque chose de très important et on finira notre table ronde par ça exactement. C'est quel est le regard aujourd'hui des jeunes sur le VIH, sur le sida? Moi, je fais partie d'une génération qui a découvert l'amour en même temps que le sida. Voilà, donc ça a été très très présent et du coup on a fait peut-être très attention, on nous a beaucoup sensibilisé à ça. Et aujourd'hui, il y a un sondage très intéressant qu'on évoquera tout à l'heure qui a été justement commandé par le SIDAction à l'occasion de ce SIDAction 2022 qui évoque des chiffres, j'allais dire le mot inquiétant mais il est un petit peu anxiogène, préoccupant à ce propos. On est là pour échanger, on est là pour faire le point sur le VIH, la lutte contre le sida et le VIH en 2022. On est là aussi pour bien vous appeler à donner, il faut le dire, pour soutenir ce combat. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et vous pouvez le faire en regardant ce stream, en allant sur ma chaîne, en allant sur l'onglet dons pour le SIDAction, bien sûr. Je remercie par exemple Marie qui vient de donner 50 € pour cette cause, ou encore Wiro, 20 €. Il y a beaucoup de dons qui arrivent en ce moment. Voilà. Certains ayant bien compris que si ma cagnotte arrivait à 200 000 €, je l'ai mis haute exprès, je me rasais la tête ce week-end pour faire une petite surprise à mes confrères de France Info lundi matin. Ils ne sont pas au courant. Voilà. Enfin, 200 000 €, il faut y arriver. Mais si on y arrive, je le fais, c'est promis. Allez, parlons du fond. Merci à tous les 5 d'abord pour ce petit point liminaire. On va commencer par l'état de la recherche, comme je le disais, puisque Marie évoquait ces progrès, ces avancées qui ont été réalisées ces dernières années. Où on en est scientifiquement, de la lutte contre le sida, les traitements, un vaccin un jour peut-être. Professeur Françoise Barré-Sinoussi, aujourd'hui on est d'accord pour dire que, parce que je pense que certains ne le savent peut-être pas, il n'y a pas de vaccin contre le sida. Il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas de traitement qui guérit de l'infection VIH. Mais par contre, il y a des traitements qui sont particulièrement efficaces pour contrôler la multiplication du virus dans le corps. Et ces traitements sont des traitements à prendre à vie. Et ces traitements, non seulement ils permettent à la personne de vivre normalement avec leur virus et de ne pas le transmettre, comme le disait tout à l'heure Florence, de ne pas transmettre aux autres. Donc c'est un énorme progrès, ces traitements. Et ces traitements, bien sûr, ce qu'on essaye dans la recherche, c'est de développer les traitements du futur. Développer les traitements du futur, ça veut dire d'avoir des traitements qui... Le rêve pour les personnes vivant avec le VIH, en tous les cas, souvent ce qu'ils disent, c'est d'avoir un traitement qui pourrait arrêter. Oui. Et ça va être compliqué. Ça va certainement pas aboutir de toute façon à une guérison. Mais certainement qu'on va quand même arriver dans le futur, il ne faut pas me demander quand parce que je n'en sais rien, à des traitements que les personnes pourraient arrêter et leur virus resterait contrôlé par leur propre défense. Et ça serait déjà un grand pas. Alors, il y a des recherches dans cette voie aujourd'hui, dans le monde entier. C'est une des grandes priorités de la recherche mondiale, avoir un traitement qui permette ce qu'on appelle une rémission permanente de cette infection VIH. Et puis, entre-temps, il y a des progrès qui sont en cours. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des traitements sous forme injectable. Qui apporte un grand confort aux personnes. Qui permet d'avoir une injection tous les 2 mois. 2 mois, voilà. Tous les 2 mois. Et déjà, ça, c'est quand même pas mal. Bien sûr, ça ne peut pas être pour toutes les personnes qui vivent avec le VIH, qui peuvent avoir ce type de traitement. Mais ça peut être un progrès important. Et puis, il y a de nouvelles molécules qui sont aussi à l'étude, qui là seraient une injection tous les 6 mois. Ça sera encore mieux, une seule injection tous les 6 mois et les personnes n'auraient pas à prendre leur cachet tous les jours. Je reviens un tout petit peu en arrière sur quelque chose de très important que vous avez dit, je pense notamment aux plus jeunes qui nous regardent. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin contre le VIH, contre le sida. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. On ne sait pas guérir le sida. Vous avez employé le mot, je crois, on sait contrôler la maladie. On sait contrôler. Voilà. C'est le meilleur mot pour moi, c'est contrôler. On contrôle le virus, mais le virus reste dans le corps, à l'état dormant. Dans notre jargon, on dit latent, mais il dort dans le matériel génétique des cellules qui sont présentes partout dans le corps, y compris sous traitement. À la faveur de la crise sanitaire, j'ai vu une question émerger, notamment à l'approche du SIDAction, qui est mais comment ça se fait qu'en quelques mois,
on ait trouvé un vaccin, des vaccins contre le Covid-19, et pas depuis toutes ces années. Le sida, on y est confronté depuis 40 ans, je ne dis pas de bêtises, c'est ça, depuis le début des années 80, qu'on n'ait pas trouvé, tout simplement parce que ça n'est pas le même virus, il est beaucoup plus retors, compliqué. C'est un virus beaucoup plus compliqué, c'est une question qu'on nous pose beaucoup en ce moment. Bien sûr. Bien évidemment. Parce que l'accusation là-dessous, c'est si on mettait les moyens, on aurait pu. En fait, c'est plus compliqué que ça. Bon, bien sûr qu'il y a besoin toujours de moyens, et c'est sûr que la recherche a besoin de moyens, mais il n'y a pas que ça. Ça fait quand même depuis les années 80 qu'on cherche un vaccin contre le VIH. Il y a eu beaucoup d'argent à une certaine époque qui a été donné notamment aux États-Unis d'ailleurs pour développer un vaccin sans aboutir à rien. Et y compris les derniers essais récents ont été négatifs. Alors maintenant, il y a un espoir avec un vaccin ARN comme celui pour la Covid. Dans le chat, certains en parlent. Il y a Dix, par exemple, il n'y a pas un vaccin justement de Moderna ARN. Qui a commencé un essai au mois d'août dernier. Mais il faut attendre 2023 pour avoir les résultats. Et pour l'instant, ça n'est pas un essai d'efficacité, c'est un essai simplement pour savoir quelle va être la réponse immunitaire contre le virus du sida après inoculation de ce vaccin. Il faut attendre. Ne rêvons quand même pas trop. Il faut le faire. Mais vu la complexité du VIH que vous mentionnez par rapport à la complexité du SARS-CoV-2, il ne faut pas non plus rêver, il faut espérer, il faut le faire. On parle beaucoup de la variabilité du Covid. Oui. La variabilité du VIH, elle n'a rien à voir. Elle est beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. Puisque une personne qui est porteuse du VIH, elle n'est pas porteuse d'un virus. Elle est porteuse d'une multitude de virus légèrement différents les uns des autres. Donc, ne rêvons pas. Et en plus, pour le VIH, on a un virus qui va infecter, va toucher les cellules de quoi ? Les cellules de notre défense immunitaire, ce qui n'est pas non plus le cas du SARS-CoV-2. Ce que ne fait pas le Covid. Voilà. Donc, on est dans une situation beaucoup plus complexe pour le VIH. Cela dit, il faut continuer la recherche sur ce sujet, c'est évident. Si on parle aujourd'hui de la recherche, c'est parce que, on le disait en propos liminaire tout à l'heure, le VIH, le sida est toujours d'actualité. Florence, une question toute simple. Est-ce qu'on meurt encore aujourd'hui en France du sida ? Alors aujourd'hui, effectivement, on a plus de morts ou quelques cas d'essais de sida. Grâce au traitement qu'on évoquait tout à l'heure. Parce qu'effectivement, dans le cas où les personnes ont accès à un traitement, aujourd'hui on ne meurt plus du sida quand on a accès à un traitement. Je fais juste une petite nuance, c'est que évidemment, et on reviendra sur la situation mondiale, on a près de 800 000 morts du sida dans le monde parce que ces personnes n'ont justement pas accès au traitement. Par an, pardon. Et par ailleurs, en France, parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année, on a près d'un tiers qui sont déjà en stade sida ou qui ont une immunité très dégradée. Ils découvrent très tard. Voilà, elles ont été infectées il y a très très longtemps. Et pour ces personnes, heureusement, en France, on a les moyens de les, je sais pas comment dire, de les rattraper, en tout cas de les remettre sur pied. Mais malgré tout, le fait que le virus se soit beaucoup développé dans leur corps pendant toutes ces années sans traitement est aussi un mauvais signe pour la suite. Donc aujourd'hui, en France, dans les pays riches, on ne devrait plus mourir du sida. Mais on ne devrait plus non plus arriver finalement au stade sida, si on reviendra sur les questions du dépistage, s'il y avait effectivement du dépistage à temps. Et là aussi, il y a des progrès à faire, le dépistage. Marie Brox, avant de passer au thème suivant, notamment les actions de soutien et de prévention, sur la recherche, sur les traitements, vous, c'est des choses que vous connaissiez ? Tu veux commencer ? Non, je découvre. Moi, je suis vraiment. Qu'on avait fait ces progrès. Je suis estomaqué. Je découvre plein de choses, apprends plein de choses. Là, je suis un peu choqué. J'ai une petite question. Je ne sais pas si c'est une question bête. Mais non, il n'y a que les réponses qui sont bêtes. Je veux savoir c'est quoi la différence entre le VIH et le SIDA. Alors, je vais laisser répondre. Le SIDA, c'est la maladie. C'est la maladie. Le VIH, c'est le virus qui va provoquer la maladie SIDA si la personne n'est pas traitée. Ok, d'accord. Et c'est comme... On peut comparer le Covid.
Le Covid, c'est pas le virus, c'est la maladie qui s'appelle Covid. Le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 est le virus qui va provoquer la maladie Covid. Ok. Et corrigez-moi si j'ai une bêtise, c'est en l'absence de prise en charge tôt et de traitement que le VIH va provoquer ou pas le sida. Florence, le sida, c'est ça c'est une immunodéficience qui est provoquée justement par l'infection des cellules de notre défense immunitaire par le virus. Et donc, si la personne n'est pas traitée, elle va développer cette perte de défense immunitaire qu'est le sida. Mais c'est une très bonne question, Brooks, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, là, qui effectivement, et moi-même en préparant l'émission, la distinction pour moi n'était pas encore très très claire entre VIH et sida, et j'ai dû me rafraîchir un petit peu. Ouais, ça me trottait dans ma tête. D'où l'importance du Moi, j'arrive pas à dépistage. parler, il y a des formations professionnelles, moi, j'arrive pas à parler de sida comme un virus. Pour moi, il n'y a plus de sida aujourd'hui. Si les gens sont sous traitement, il n'y a pas de sida. Je parle du virus, à la limite du virus du sida, mais je préfère dire le VIH. Florence, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste compléter et aussi le rendre concret, parce que je pense que je vais l'évoquer pendant les 2 heures. Moi, j'ai été contaminée par le virus du sida, par le VIH, il y a un peu plus de 25 ans. Et moi, je n'ai jamais effectivement développé, je ne suis jamais arrivée au stade sida. Alors, j'ai été contaminée à une époque où on attendait un peu avant de mettre les personnes sous traitement, parce qu'à l'époque, les traitements avaient vraiment des gros effets secondaires, donc on nous surveillait, on surveillait notre immunité. Et j'ai fait une toute petite infection à un moment, du tisaf dans la bouche, rien de très grave, mais c'était les premiers signes où mon immunité était tellement descendue que j'ai commencé à avoir des petites infections, et vraiment banales, et où ça a vraiment été le signe de se dire, voilà, maintenant, il faut te mettre sous traitement. Et donc, c'est pour ça, d'où l'expression quand on dit « je vis avec le VIH ». Alors, je ne sais pas si c'est le VIH qui vit avec nous ou si nous, on vit avec le VIH, mais en tout cas, effectivement, on ne développe pas de stade sida aujourd'hui, et tant mieux, mais ce serait le cas si je n'avais pas eu accès au traitement. D'accord. Florence, donc 23 ans, ça veut dire que vous avez vu l'évolution des traitements dont on parlait tout à l'heure? Oui, moi j'ai appris ma séropositivité début 97, donc ces nouveaux traitements dont on parlait sont arrivés en 96, et de fait quand le médecin m'a dit voilà, vous êtes séropositive, comme moi, j'y connaissais absolument rien. Tout ce que je savais à l'époque du sida, c'était qu'en gros, que j'allais mourir. Donc, et finalement, ce que ce médecin me disait, c'était, écoutez, il y a des nouveaux traitements qui sont arrivés, ne vous inquiétez pas. Bon, c'est pas comme dans les années 80, vous allez pouvoir vivre. Donc moi, je suis arrivée... voilà, pile poil, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas à la bonne période qui m'a permis effectivement d'être toujours là et de dire je pensais mourir du sida et finalement je vieillis avec le VIH. Je suis ravie de dire que je vieillis voilà, avec le VIH. Oui, juste... Alors, je vais rappeler qui est qui, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait les synthés à chaque fois. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Donc, à l'instant, c'était Florence Thune, qui est directrice générale du SIDAction, qui nous parlait. Et je donne la parole au docteur Louis Pissarro. Merci. Non, c'était juste pour dire aussi, Florence, je pense dans la question de Samuel, il y avait comment les traitements ont évolué. C'est-à-dire qu'au début, quand tu as commencé à prendre des traitements, tu avais plein de comprimés, matin, midi, soir, avec des effets secondaires qui étaient très importants. Et heureusement, aujourd'hui, la situation est quand même beaucoup plus favorable. Alors, elle est plus favorable, mais je pense que, un peu comme des personnes supportent l'aspirine et d'autres pas, et ben avec les antirétroviraux, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que, finalement, moi, j'ai eu moins de soucis tout au début, paradoxalement, avec mes premiers traitements, que je supportais plutôt bien. Et les derniers, et notamment un on ne va pas le nommer, mais un qu'on prescrit maintenant, et qui a un traitement qui permet d'avoir un comprimé par jour, c'est un traitement que je ne supporte pas, qui m'a rendu complètement insomniaque. Vraiment, j'ai perdu le sommeil complètement. Et donc, on a dû l'arrêter quasiment en urgence pour me remettre sous un autre traitement qui fait que je continue à prendre, moi, 3 cachets par jour. Voilà, donc, et par contre, la grande majorité des personnes répondent très bien à ce traitement. Donc, voilà, je mets toujours un petit bémol sur le fait que les traitements aujourd'hui, tous les effets indésirables n'ont pas disparu, en tout cas pas pour tout le monde. Et Françoise Barré-Sinoussi nous expliquait au début de notre échange que tout le monde ne réagissait pas de la même façon au traitement. Donc les améliorations dont on a parlé, la piqûre tous les 2 mois ou tous les 6 mois, ce ne sera pas forcément pour tout le monde. Et je pense qu'on va évoluer de plus en plus vers des traitements, je dirais, personnalisés quelque part. Et ça, c'est important justement d'avoir aussi une recherche de certains
marqueurs ou indicateurs qui permettent de dire « Ah, ben, cette personne-là, on va la mettre sous ce traitement-là. Cette personne-là, là, ces indicateurs-là, on va la mettre sous ce traitement-là. » Il y a toute cette recherche-là qui est en cours et qui est extrêmement, extrêmement importante aussi pour le futur. Et puis, il y a les allègements thérapeutiques, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un des progrès récents avec, par exemple, prendre son traitement uniquement pendant 4 jours sur 7 et arrêter le traitement pendant le week-end. Alors là aussi, il faut que ça soit bien encadré, c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est une possibilité aussi avec des résultats. Il y a autre chose, on n'en a pas parlé, il y a Snorky dans le chat qui nous dit, est-ce que l'action de la PrEP, la pilule anti-sida, dit le viewer, a-t-elle été abordée? Je crois qu'on n'en a pas parlé et c'est important. Et c'est important. Là, alors, je prononce bien, c'est la PrEP? Alors la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire qu'en fait, on prend le traitement, à peu près les mêmes traitements que pour empêcher l'évolution vers la maladie, mais c'est le traitement cette fois-ci pour ne pas être infecté. Donc on le prend à quel moment? On le prend avant un rapport sexuel, par exemple, qui risque à risque. On prend ces comprimés et puis on prend aussi un comprimé le lendemain pour empêcher justement le virus de se multiplier dans le corps si on a été exposé au virus. Dans un pays comme la France, c'est un traitement qui est utilisé. Enfin, je veux dire, à quelle échelle, de façon importante? Oui, tout à fait. C'est utilisé, c'est prescrit. Et depuis juin l'année dernière, les médecins de ville peuvent le prescrire aussi. Avant, c'était prescrit uniquement à l'hôpital. D'accord. Et maintenant, il y a un accès effectivement dans les médecins, chez les médecins généralistes. Alors, il est à la demande. Oui. Il va y avoir aussi une évolution dans les années à venir, parce que les formes injectables dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi des formes qui peuvent être utilisées pour la prévention. Donc, une seule injection permet de prévenir au moins pendant 2 mois. Ça, c'est important pour la prévention de certaines populations, mais aussi des femmes. On en parlera probablement avec Louis tout à l'heure, mais dans certains pays fortement touchés, où les femmes sont malheureusement très infectées, je pense par exemple à l'Afrique du Sud, eh bien là, c'est aussi un gros progrès pour leur prévention des femmes contre l'infection. Je voulais aussi, parce que là, vous parlez d'une pilule ou d'un traitement pour prévenir. C'est important de savoir que quand on prend un traitement, on a le VIH en soi, on prend un traitement, comme disait Françoise, le virus est endormi. Mais ça veut dire que du coup, dans le sang, dans le sperme, dans les sécrétions vaginales, il n'y a pas de virus. Et du coup, quand on a des rapports sexuels à ces moments-là, on peut être soi-même séropositif, la personne en face ne pas l'être, mais on ne va pas courir un risque parce que le traitement empêche ce virus de se balader en quelque sorte dans le sperme. Et c'est aussi un élément très important parce que dans l'absence de vaccin, si on veut, au point de vue de la planète, des pays, faire baisser les contaminations, il y a la PrEP bien entendu, mais il y a aussi le fait de donner accès à des bons traitements et accompagner les personnes pour qu'ils les prennent correctement. Avant de passer aux actions, parce que dans le chat, quelqu'un me dit il faut qu'on parle de prévention, et tu as raison, c'est super important. Avant qu'on passe aux actions de soutien et de prévention, Marie, sur le côté recherche, traitement, est-ce que tu as une question ou quelque chose qui t'a interpellé? Comme tu disais en début de cette table ronde, toi, tu es d'une génération où en fait, tu découvrais l'amour en même temps que la maladie, donc forcément, vous aviez les bons discours et vous étiez vraiment plongé dedans. On y pensait beaucoup, voilà. Voilà. Moi, ma génération, c'était plus, il y avait déjà la trithérapie. Et du coup, c'était quelque chose qui connaissait déjà du progrès et donnait de l'espoir pour les malades. J'étais déjà dans une sorte d'après, mais j'ai découvert, du coup, avec cette table ronde, qu'il y avait la PrEP, dont vous parliez, mais le TPE aussi, le traitement post-exposition. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Alors, j'imagine qu'on l'abordera en mais non, mais je pense que c'est le moment. D'ailleurs, Marie, tu as raison. Voilà, j'ai bien fait de te donner la parole. Traitement post-exposition.
Oui, là effectivement, alors c'est quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Effectivement, c'est de la possibilité, notamment en cas de prise de risque, si on considère qu'on a pris un risque et qu'on n'avait pas justement de moyens de prévention, c'est de pouvoir aller à l'hôpital aux urgences notamment et très rapidement de bénéficier d'un traitement qui dure, je crois que c'est un mois maintenant, et qui permet justement de prévenir l'infection. C'est aussi ce type de traitement qu'utilisent par exemple les infirmières si elles se piquent avec une seringue et si ça représente c'est très important parce que ça existe depuis un moment, mais peut-être que tout le monde ne le sait pas. Oui. Tout à fait. Au lendemain d'un rapport qu'on considère à risque, dont on pense a posteriori qu'il est peut-être à risque, on peut aller, c'est à l'hôpital, c'est Florence, tout à fait, et se faire prescrire ce traitement. C'est même la première chose à faire dans les 48 heures, parce que c'est vrai que le premier réflexe, ça va être se dépister. Et peut-être que la charge virale ne sera pas assez forte pour justement passer dans le radar. Donc en fait, il faut tout de suite aller prendre ce traitement. Voilà, tout à fait. En tout cas, les médecins sont normalement en mesure d'estimer quel est le risque et de prescrire ce traitement aussi rapidement que possible. Et c'est vrai qu'il est très peu connu. Ou en tout cas il l'a été à un moment, les jeunes en entendent moins de parler, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, je pense qu'on reviendra aussi sur les générations, parce que je pense que la génération de ces années-là a aussi oublié que le VIH était toujours là, et les chiffres le montrent, mais effectivement le traitement post-exposition il est important aussi Et Florence, vous avez l'impression qu'aujourd'hui on a moins conscience qu'il existe, c'est ça, parce qu'on n'en parle plus trop? On parle beaucoup des jeunes, mais parmi les personnes qui découvrent leur séropositivité chaque année, il y a 22% de personnes de plus de 50 ans. 50 ans. Voilà. Et effectivement, comme tout le monde, j'ai envie de dire, chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que même des personnes qui ont justement connu ces années terribles, qui sont passées par... finalement se disent c'est pas pour moi, ça concerne les autres, il est plus là, ça se soigne, et on arrive à une génération qui parfois se sépare, à une nouvelle relation, et hop, on oublie effectivement que le VIH est toujours là, et pour toutes les générations. Je vais remercier, vous allez comprendre pourquoi tous les nouveaux dons qui arrivent via ce stream ce soir, bien sur ma chaîne. Je vois des dons anonymes notamment, il y a Kitsuli qui vient de donner 10 €, il y a Alianok 27 €, il n'y a pas de petits dons, hein. On appelle souvent ça dans le monde du stream l'armée des 1 euro. Ainsi, chaque personne donne 1 €, on arrive à des choses énormes. Un crâne rasé, par exemple. Un crâne rasé, par exemple. Oui, par exemple. Pour la blague, sur mon compte Twitter, j'ai 300 000 personnes. Si chacun donne 1 €, on arrive à 300 000, et je me rase le crâne pour France Info de lundi. Je mets là un peu je mets un peu dans le jeu. Je me dis que ça pouvait vous faire rire. Pourquoi je parle des dons? À quoi vont servir vos dons pour le site d'action? À la recherche, mais aussi aux actions de soutien aux personnes vivant avec le VIH, aux opérations de prévention. On va notamment en parler avec vous, Florence Thune. D'abord, est-ce que ces messages, ces actions de soutien, de prévention ont été gênées, freinées, limitées par la pandémie de Covid-19? Oui, elles ont été freinées, alors on va dire très brutalement, comme beaucoup de choses d'ailleurs, dès le mois de mars 2020, puisque toutes ces associations sur le terrain ont dû aussi brutalement s'adapter au fait qu'au début, elles ne pouvaient plus accueillir de public. Or, ces associations qu'on soutient sur le terrain, elles accueillent des personnes vivant avec le VIH, elles accueillent des personnes qui viennent se faire dépister, et puis les équipes de ces associations on en finance une 60aine sur l'ensemble du territoire. Les équipes de ces associations, elles vont vers les lieux parfois très éloignés pour proposer du dépistage aux personnes qui sont très éloignées du soin. Et de fait, tout ça s'est arrêté brutalement. Les actions de prévention, je vous donne un exemple, on participe au financement d'actions de dépistage et de prévention qui sont dans des bus, sont des unités de dépistage mobile qui sont dans certains quartiers à Paris ou au Bois de Boulogne ou dans certains lieux. Et tout ça s'est arrêté brutalement. Voilà. Et donc, en même temps, ces équipes, elles ont su de manière incroyable s'adapter à la situation, à des personnes qui tout d'un coup étaient coupées de l'information, n'avaient pas toujours, je vais vous donner juste un exemple, de la bonne information sur par exemple les traitements. Vous savez, quand vous avez une maladie chronique, et notamment le VIH, vous avez une ordonnance qui est renouvelée régulièrement et vous pouvez aller à la pharmacie tous les mois. Et là, on avait une règle très vite, on a su que même si notre ordonnance était expirée, on pouvait quand même aller à la pharmacie.
Sauf que cette information-là, elle n'était pas passée pour tout le monde. Et ces associations, elles ont vraiment fait ce travail d'aller vers les personnes qui n'avaient pas toujours accès à la bonne information pour leur dire, vous pouvez aller à la pharmacie, surtout vous n'arrêtez pas votre traitement. Donc voilà, à la fois ça a permis, et ça a été un vrai résultat aux personnes en France en général, de rester sous traitement. Il n'y a pas eu de rupture, sauf de façon très exceptionnelle de traitement. En revanche, et forcément, il y a eu une baisse des actions de prévention, une baisse de dépistage. On a eu 14% en moins de dépistage en 2020. Il y a eu environ 650 000 tests en moins qui ont été faits en 2020 par rapport à ce qui était attendu. On n'a peut-être pas encore les chiffres de 2021, c'est ça, on les attend. Ce qu'on a commencé à percevoir, et notamment en octobre 2021 au cours d'une conférence, c'est que ce retard n'avait pas été vraiment rattrapé. Voilà, donc on a vraiment eu un impact pendant ces 2 ans sur... et de fait, on parlait de prévention tout à l'heure, certaines de ces associations vont, comme l'association Arrêt Média là, qui fait des dépistages, vont aussi intervenir dans les écoles. Et forcément, la fermeture des lycées, des collèges, on sait que tout ce qui est séances d'éducation à la sexualité, qui ne sont déjà pas suffisamment faites dans les collèges, ont été aussi fortement ralenties. Là, vous parlez de collège, vous parlez de prévention, et puis je vois des messages dans le chat, notamment Manuterium, le préservatif ne jamais sortir sans son chapeau. Et je me rends compte qu'on parle depuis 41 minutes et on n'a pas dit le mot. Enfin, oui. Le préservatif, aujourd'hui, ça reste l'arme essentielle de protection. Le préservatif, ça reste l'outil le plus efficace. Pardon, je la refais. On a 2 outils efficaces qui sont le préservatif et la PrEP. Et le préservatif reste néanmoins l'outil le plus facile d'accès, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'effectivement, un préservatif, on peut le trouver au supermarché, à la pharmacie. Et donc, ça reste un outil facile d'utilisation, accessible. Remboursé aussi aujourd'hui sur ordonnance, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais depuis l'année dernière, voilà, oui, le médecin généraliste peut faire une prescription, une ordonnance de préservatif, qui permet en fait d'avoir aussi un remboursement du préservatif. On parlait tout à l'heure de la PrEP. La PrEP est remboursable, mais aujourd'hui les préservatifs aussi, le médecin depuis l'année dernière peut faire aussi. Et la question que je me posais, oui, docteur. Non, et c'est important aussi de dire pour le préservatif. Parle du VIH, mais il y a aussi les autres infections sexuellement transmissibles. Ouais. Et donc, c'est quand même quelque chose dont on se rend compte que ça reste chez les jeunes à un stade trop élevé par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Et faire la promotion du préservatif, c'est aussi faire la promotion de rapports protégés de manière beaucoup plus large. Donc n'oublions pas les autres infections sexuellement transmissibles. Et au moment où, docteur, vous le disiez, mais au même instant, il y a Zigo Toto, j'adore les pseudos moi, qui disait le préservatif ne protège pas que du sida. Donc voilà, vous êtes de concert, vous l'avez dit de concert dans le chat. Florence, à la lumière de ce qu'on s'est dit, que dans l'esprit des gens, notamment parce que les traitements progressent, le sida, le VIH, s'éloigne, l'inquiétude qu'il provoque aussi. Est-ce qu'on note, par exemple, dans un pays comme la France, est-ce qu'on peut le dire, ça ou pas, une moindre utilisation du préservatif, par exemple? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Le souci, c'est pas tant l'utilisation du préservatif que l'abandon du préservatif avant d'avoir fait un test de dépistage. C'est-à-dire que les jeunes vont... le mettre assez facilement au début, c'est ça? Voilà, alors même si on voit, de par nos sondages aussi, qu'il y a aussi un relâchement sur cette question et que comme on pense que ça n'arrive qu'aux autres, il y a parfois une moindre utilisation malgré tout. Mais de manière générale, par rapport évidemment aux années 80-90, le préservatif est beaucoup plus utilisé. Mais le souci, c'est que si des jeunes vont commencer une relation, et les moins jeunes de nouveau vont commencer une relation avec des préservatifs, ils vont parfois l'abandonner trop vite avant de se dire... avant de faire un dépistage du VIH et qui va permettre de connaître le statut des 2 partenaires. On est plusieurs générations sur ce plateau. Marie, Brooks, je ne veux pas être indiscret, mais dans ce que vous entendez autour de vous, dans vos générations respectives, le rapport au préservatif, par exemple, il est comment aujourd'hui ou il était comment ces 10 dernières années, Marie? Il est néant. Vraiment. En fait, on se rend compte qu'autour de soi, on a beaucoup de gens qui utilisent en tout cas qui visualisent le préservatif comme la protection pour ne pas tomber enceinte. Mais comme une protection contre les maladies sexuellement transmissibles. Contre une IST, non. Les IST n'existent pas. On peut avoir au mieux une ordonnance de dépistage de plusieurs IST qui date de 3 mois et on considère que c'est OK pour le nouveau date Tinder de demain. Mais ouais, c'est assez alarmant. C'est généralisé autour de moi. Alors, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse. Brooks, c'est aussi ce que tu constates autour de toi? Constat néant aussi. Ouais. Néant.
Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je suis un peu surpris par... Ouais, non mais moi non, parce qu'à midi, avant de venir ici, je déjeunais avec un copain. Je fais donc partie de la génération plus âgée, où nos enfants ont maintenant 16, 17 ans. Et il me disait, son fils lui a dit, là, pour les premiers rapports, qu'il ne voulait pas s'en servir parce qu'il n'allait pas ressentir la même chose. Et lui, il avait beau insister, d'abord qu'en fait, il y a plein de préservatifs différents, qu'on peut s'amuser avec, que ça peut parfois être même plus rigolo, et que donc ça fait partie aussi de la relation sexuelle en tant que telle. Mais deuxièmement, il lui expliquait les IST. Et on parlait avec toi ça au début, lui disait « Ah, mais c'est pas sûr, mais c'est ce qu'on dit ». Et donc, on parlait tout à l'heure sur, malheureusement, ce relativisme qui se met en place, qui est en partie de notre faute scientifiques qui ne prennent pas le temps de peut-être expliquer les choses correctement, de participer à ce genre d'émission. Donc on est très content d'être là aujourd'hui. Mais aussi peut-être de quelque chose qui s'installe. On a du mal à croire la parole du scientifique, la parole du médecin, et ces jeunes qui le mettent en question. Là, je vois quelqu'un dans le chat, c'est Gilles Debris qui dit quelqu'un qui a 23 ans qui dit oui, pas pour ma génération. C'est-à-dire qu'il y a autour de lui ou d'elle, je ne sais pas, le préservatif n'est pas utilisé. Je vous avoue, je ne m'attendais pas à cette réponse, mais voilà, elle est là. Je pense par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la PrEP. Je pense que c'est important dans beaucoup de cas finalement de pouvoir aussi favoriser peut-être de manière plus large cette prescription de la PrEP, parce que peut-être que par rapport à des jeunes qui vraiment ne souhaiteraient pas utiliser de préservatifs ou n'y arriveraient pas, etc., peut-être que certains de ces jeunes, peut-être pas tous, se diraient oui, finalement moi je serais peut-être plus à l'aise à prendre juste peut-être pendant 2 ou 3 mois un traitement qui me permettrait parce que j'ose pas parler du préservatif ou parce que ça me pose un souci. C'est pas quand même beaucoup plus lourd ? Peut-être que j'ai réagi en tant que jeune femme à l'époque ayant pris la pilule et aussi parfois avec des effets secondaires qui n'étaient pas toujours et je sais aussi que moi il y a 26 ans finalement si j'ai été contaminée c'est que j'ai pas su parler du préservatif au bon moment et je pense que si ce traitement préventif avait existé et m'avait permis finalement de prendre un traitement en cachette de mon conjoint de l'époque, et peut-être que je serais pas séropositive. Et voilà, je pense que avoir aujourd'hui une palette d'outils de prévention qui permet, in fine, de ne pas être séropositif, je pense que c'est le luxe, entre guillemets, dont on doit bénéficier, dont j'espère on bénéficiera partout dans le monde, parce que je crois qu'aujourd'hui, le principal, c'est un peu, de nouveau, comme la contraception, des femmes vont être plus à l'aise avec un stérilet, avec la pilule, avec un implant, etc. On espère qu'un jour, sur la question du VIH, les jeunes ou les moins jeunes ne seront pas séropositifs parce qu'à un moment, ils auront trouvé leur outil de prévention et celui qui leur correspondra le plus. Et sans jugement sur le pourquoi ils choisissent tel ou tel outil. On reviendra à la relation entre le regard des professeurs. C'est tout à fait vrai, ce que dit Florence, c'est bien sûr tout à fait vrai pour le VIH. Mais attention aux autres maladies sexuellement transmissibles. Donc là, le préservatif reste quand même une prévention extrêmement importante. Et il y a aussi certains autres virus qui sont transmis de façon sexuelle. Je pense par exemple au papillomavirus, pour lequel il y a un vaccin aujourd'hui et qui n'est pas suffisamment utilisé. Allons-en un instant. Parce le papillomavirus qui donne le cancer du col de l'utérus. Vaccin qui est proposé en France, qui a été proposé d'abord dans un premier temps aux jeunes femmes, jeunes filles, et j'ai lu que maintenant on pouvait le proposer aussi aux garçons. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup finalement. On n'en parle pas, à mon avis, suffisamment, parce que c'est, comme l'a dit Louis, c'est quand même un virus qui provoque des cancers. Et on peut s'en prévenir. Je dis jeune fille, jeune garçon, à partir de quel âge on peut proposer de vaccin contre le papillomavirus ? 14 ans. 14 ans, oui. Voilà. Et alors j'ai lu des choses ces dernières années là-dessus, mais j'ai l'impression que ce n'est pas très connu. On reparlera à la fin de notre table ronde du regard de la jeune génération sur le VIH et le sida. J'aimerais revenir à la prévention et aussi la stigmatisation. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, en France notamment, mais on pourra parler aussi de ce qui se passe à l'étranger, on est toujours stigmatisé, discriminé parce qu'on est porteur du VIH. Florence Thune. Oui. Si effectivement la science a beaucoup progressé et on vient d'en parler, les mentalités n'ont pas toujours, elles, progressé. On se trouve toujours confronté à cette discrimination
À différents niveaux, hein. Ça peut être une discrimination, on va dire, administrative, par exemple, quand on n'a pas accès à une assurance pour pouvoir prendre un prêt immobilier. Ouais. Il y a eu quelques améliorations dernièrement, mais il y a encore évidemment des progrès à faire. C'est-à-dire que dans un questionnaire, pour avoir un prêt immobilier, on est obligé de renseigner sa séropositivité ou pas? Alors, on n'est pas obligé quelque part, mais par exemple, si vous faites un prêt sur une durée d'1 an ou 2 ans, il vaut mieux mentir. Enfin, j'ai menti pour avoir ce type de prêt. En revanche, si vous faites un prêt immobilier, forcément, ça nous engage sur 25-30 ans. Et prendre le risque de mentir, ça veut dire que si à un moment, vous tombez malade à cause du VIH et que vous n'avez pas... L'assureur peut... Voilà, c'est quand même un gros risque que moi, je n'ai pas souhaité effectivement prendre. Ça s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. On parle de droit à l'oubli pour le cancer. Sur les aspects VIH, il y a eu aussi des progrès. Mais par exemple, on a encore des contraintes. Je vous donne juste un exemple. Pour avoir une assurance pour un prêt immobilier, il faut avoir, dans le domaine du VIH, commencé son traitement après 2005. Bon, moi, je l'ai commencé en 2000, donc voilà, je ne suis pas éligible. On avait certains métiers qui étaient interdits aux personnes vivant avec le VIH. Comme paradoxalement, l'école du cirque n'était pas... on ne pouvait pas rentrer dans l'école du cirque si on était séropositif. Des métiers de terrain, armée, police. Donc là aussi, ça s'est amélioré, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a une espèce de barème sur les métiers qui sont sur le terrain. Par exemple, vous pouvez rentrer dans la police, mais plutôt sur les tâches administratives où vous ne pouvez pas exercer des fonctions de terrain. Mais on s'est dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, avec les traitements, même qu'on avait le VIH, on ne transmettait plus. Alors comment on explique aujourd'hui, en 2022, que certaines professions soient encore interdites aux séropositifs, puisque le traitement fait qu'on ne transmet plus? Parce que les lois ou les règlements administratifs n'avancent pas aussi rapidement que la science parfois, et pourtant... Et après, on a aussi ce qui relève de discrimination qui ne repose sur rien, c'est-à-dire que la peur, tout simplement. Ça, c'est au quotidien, c'est avec les gens qui nous entourent. C'est au quotidien. Vous pouvez avoir aussi une discrimination qui arrive du personnel de santé, donc donc dans un milieu où vous y attendez moins. Vous pouvez avoir des refus de soins chez un dentiste, ça m'est arrivé. Vous pouvez avoir aussi des personnes qui, malgré leur profession, sont restées un peu bloquées dans les années 80-90 en termes de risques. Et vous pouvez vous retrouver avec des situations... alors, désolée de parler de moi de nouveau, mais j'ai eu il y a 2 ans un rendez-vous avec une anesthésiste pour une petite opération banale et qui m'a dit, vous savez, avec ce que vous avez, vous allez passer en dernier au bloc opératoire. Et je dis, mais pourquoi est-ce que je passerais au dernier au bloc opératoire? Mais vous savez, c'est le protocole, c'est comme ça. Donc elle n'a pas su m'expliquer plus que me dire que c'était le protocole. Donc j'ai dit, mais si vous pensez que moi je peux représenter un danger pour les patients qui passent avant moi, alors que je suis traitée, que j'ai une charge virale indétectable, donc je ne représente aucun risque pour personne d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites pour me protéger, vous, des patients qui vont passer avant moi et qui ne connaissent peut-être pas leur séropositivité? Bref, toujours est-il que je ne suis finalement pas passée en dernier, mais je suis passée plus ou moins au milieu des patients. Et j'ai informé le chirurgien de ce rendez-vous avec cet anesthésiste et qui m'a dit mais non, on n'applique pas du tout ça dans notre établissement. J'ai dit, mais vous voyez, c'est un exemple de discrimination qui aurait pu m'empêcher de revenir pour l'opération. Parce que quand je suis sortie de ce rendez-vous, je me suis dit, je ne veux pas revenir dans un hôpital qui me considère comme dangereuse ou qui va me... Et moi, je suis revenue et peut-être que des personnes ne seraient pas revenues. Et quand on parle de la stigmatisation, c'est pas juste un moment... avoir un rejet ou une parole blessante, ça peut avoir aussi un impact sur les soins ou sur sa santé. Alors moi, j'apprends ce soir, comme quoi les journalistes ne sont pas toujours très bien informés, qu'aujourd'hui, en 2022, il y a des métiers en France interdits aux personnes qui vivent avec le VIH, certaines fonctions, d'accord. Qu'est-ce que les scientifiques, les médecins pensent de ça? On a évoqué un retard de la règle, du droit sur les avancées scientifiques. C'est quand même, moi, ça me paraît aberrant. C'est l'aberration totale, c'est l'aberration totale, mais voilà, comme le disait Florence, il y a une lourdeur dans les procédures et l'administration pour que les choses changent, qui est impensable entre le progrès scientifique et l'application de ce progrès scientifique au niveau des décisions administratives, c'est toujours extrêmement long. Et alors la France, là, est dans les top niveaux sur la lourdeur administrative. Oui.
Et même sur des aspects qu'on croyait acquis depuis longtemps. Par exemple, une femme séropositive peut avoir des enfants sans aucun souci. Sans transmettre le VIH. Depuis très longtemps. Et on sait qu'aujourd'hui, des femmes séropositives font encore face à des réactions de sages-femmes ou gynécologues qui disent « attention, ça représente quand même un risque ». Voilà, enfin non. Enfin, c'est terrible aujourd'hui en 2022 d'avoir encore cette... Et maintenant que la population vieillit avec le VIH, on commence aussi parfois à entendre certaines histoires dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD où l'arrivée de personnes séropositives qui vieillissent avec le VIH... Bien sûr, et tant mieux. Recréer de nouveau ces vieux fantasmes, ces vieilles peurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Fantasmes, vieilles peurs qu'on évoquera un peu plus loin sur les idées reçues, parce que je crois qu'on n'a jamais fini ce combat. Marie Brock, sur ce qu'on vient d'entendre, vous voulez dire quelque chose, Marie ? Pas étonnée, parce que du coup, je suis passée par la case maternité il y a 2 ans. Et dans tous les examens qu'on vous fait faire pour être sûr que tout va bien se passer, il y avait notamment le dépistage. Et j'ai posé la question comme ça, qu'est-ce qui se passerait si je découvrais tardivement que j'étais séropositive. Et le discours a été très grave, à base de ce serait impossible d'avoir un enfant sans lui transmettre. Alors que... Ce serait impossible de l'allaiter. Ce serait impossible de vivre une vie normale. Tu disais ça, Marie, on parle d'un médecin là ? Un médecin. Et ça fait partie, je pense, aussi de ce relativisme dont on parlait, de la confiance envers le médecin qui, parfois, comme tu disais, quand les journalistes ne sont pas toujours les mieux informés, peut-être qu'il y a aussi des personnes du corps médical, des anesthésistes comme pour vous, ou d'autres personnes du corps médical qui, du coup, sont restées bloquées sur d'anciennes peurs, alors qu'ils sont censés être le front d'information, quoi. Les plus éclairés, les plus informés. Oui, docteur Pissarro. Oui, Brooks, tu veux peut-être... Je suis choqué. J'apprends tellement de choses là, mais si vous avez répondu à Tu n'es pas le seul, hein. Ah oui, moi aussi, j'apprends des choses. J'apprends beaucoup de choses. Et non, justement, c'était une question que je me posais, mais qui a été répondue. C'était par rapport à la femme, comment ça se passait, si elle voulait avoir des enfants. J'ai eu ma réponse. Donc c'est un traitement ? Oui, non, mais en fait, je voulais d'abord réagir par rapport à la question de la discrimination. Je pense que le corps médical, nous, même avant le VIH, on le sait, c'est un milieu qui a pu être très conservateur sur beaucoup de choses, mais en fait, même chez des médecins qui disent ne pas discriminer, quand on regarde, si vous êtes une femme origine Afrique, vous allez gynéco-obstétrique à l'hôpital en France, et on prend une femme origine, la Corrèze, et le médecin, même sans y penser, il va avoir une attitude qui est différente vis-à-vis de ça. Et il y a des études qui l'ont montré aujourd'hui en France. Donc on est aussi sur plusieurs discriminations qui se rajoutent. Parce qu'il y a le VIH, mais il y a aussi le fait d'origine d'un autre pays, une couleur de peau différente, une orientation sexuelle différente, etc. Et donc il faut voir aussi que beaucoup de personnes sont confrontées à cette discrimination multiple qui rend les choses encore plus difficiles. Je pense que ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Marie, j'ai une question pour toi au niveau des dons, parce que les viewers continuent à nous soutenir. Merci beaucoup pour tous vos dons, vous êtes super généreux. Nicole, merci. Le Fluffy 200 €, le Fluffy du Terre-Terre, merci à toi, je vous remercie, merci pour votre mobilisation. 10 € par-ci, Yann, merci. Des dons anonymes, 91 € dons anonymes. Samuel, ça n'est pas moi puisque je suis occupé avec vous, mais un don de 9 €. Sœur de 10 €. Il n'y a pas de petit don. Merci Hector pour ton euro, l'armée des euros est là. Et alors j'ai vu aussi, c'est pour ça que je te pose la question Marie, il y a un pseudo qui est Marie C. Palot, crâne rasé pour Samuel, qui a donné une très grosse somme tout à l'heure, c'est toi. J'y tiens à ce crâne rasé, Samuel. Marie, il est très beau. Elle est en stream avec nous. Elle donne. Marie, pas de petits dons, et il y a toujours des moments. Un grand merci. Je reviens à la discrimination, estimation dans l'entreprise. Au-delà des situations particulières de certains métiers, ou plutôt de certains postes dans certains métiers qui ne sont pas ouverts. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, il y a encore de la discrimination ? Est-ce que vous avez écho de personnes vivant avec le VIH et qui viennent témoigner d'un quotidien rendu difficile parce que
parce que les collègues ne se comportent pas comme ils devraient se comporter? Oui, on a d'un côté, nous, alors par exemple à SIDAction, justement au moment du SIDAction, on est en lien avec des personnes qui acceptent de témoigner à visage découvert. Mais en fait, parfois on a de plus en plus de difficultés à avoir ces témoignages parce que les personnes nous disent, écoutez, moi je vis bien, personne ne sait à mon travail. Et j'ai surtout pas envie que ça se sache. Parce que justement, j'ai peur d'être discriminée. Plus qu'avant, ou ça a toujours été comme ça? Non, ça a toujours été comme ça. Et il y a eu aussi des licenciements déguisés parce que voilà, l'employeur apprenait que la personne était séropositive. Aujourd'hui en France, on a des licenciements déguisés parce que... Alors aujourd'hui, j'ai pas de témoignages récents, mais on a vraiment eu ces histoires. En revanche, on a toujours cette peur qui fait que voilà, certains sondages montrent que des collègues hésiteraient à aller dans les mêmes toilettes que leurs collègues s'ils apprenaient qu'ils étaient séropositifs. Donc on reste toujours sur cette même crainte à un moment de partager même verre d'eau. Et en entreprise, on reste aussi, je pense aussi, on m'a déjà demandé s'il fallait le dire à son employeur. Et j'ai dit, mais surtout pas. Enfin, vous répondez non. Si vous n'avez aucune raison d'en parler, voilà, ne le dites pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, je dis évidemment, je témoigne de ma séropositivité. Alors, il suffit de taper mon nom sur Google, donc je ne peux plus le cacher, ça c'est sûr. Mais parce que j'ai la chance, entre guillemets, je travaille évidemment dans une association qui ne risque pas de me licencier parce que je suis séropositive. Mais en revanche, je me dis que demain, si j'allais travailler ailleurs, je ne suis pas sûre que finalement on m'engagerait, ou peut-être qu'on aurait peur de m'engager parce que peut-être que je vais être tout le temps malade. Enfin voilà, on resterait sur ces préjugés. Alors que la loi aujourd'hui protège la personne vivant avec le VIH de discrimination. La loi est là, mais bien sûr après il y a les comportements. Et de nouveau, et je rejoins ce que disait Louis tout à l'heure, c'est que par ailleurs. Je suis hétérosexuelle, blanche, et c'est aussi, je ne souffre pas de ces autres discriminations que des personnes peuvent vivre parce qu'elles sont séropositives, sont des personnes noires, ce sont des personnes, je sais pas, homosexuelles, ce sont des personnes travailleuses du sexe, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de discriminations qui vont avec le VIH. Et une particularité que vous n'avez pas dans les autres pathologies, quand on parle de VIH, c'est qu'on vous demande toujours comment est-ce que ça vous est arrivé. Si vous dites j'ai un diabète, on vous demande rarement comment c'est arrivé. La séropositivité, le VIH reste encore quelque chose où il faut aller chercher à un moment qu'est-ce qui vous est arrivé. Alors soit vous êtes dans la catégorie victime, c'est pas de ta faute, soit vous êtes ah bah tu l'as bien cherché ou ça devait être arrivé, etc. Et ça c'est lourd à porter aussi parce que moi parfois j'ai pas envie de dire, d'abord ça ne regarde personne, j'ai pas envie de répondre à cette question-là. Et pour d'autres personnes c'est effectivement un frein. Voilà, parce que ça reste compliqué de souffrir de plusieurs discriminations à la fois. On va doucement glisser vers aussi l'international, la question de l'international, puisqu'on parle de la France ce soir, c'est très important, mais j'aimerais savoir aussi comment ça se passe à l'international. Et pour rester sur la prévention ou la discrimination ou l'absence de discrimination, est-ce qu'il y a à l'international des pays qui font mieux que nous, des pays modèles, entre guillemets, où la personne vivant avec le VIH est mieux accompagnée, où la prévention est meilleure? Est-ce qu'il y a des modèles ou pas, professeur? Vous ne semblez pas... Je ne suis pas convaincu qu'il y ait réellement des pays modèles. Alors, en termes de, on va dire, de discrimination, je crois que c'est un peu malheureusement voilà, dans tous les pays. D'accord. Après, je pense que peut-être que certains pays ont peut-être une politique... plus attentive à justement ces discriminations qui se cumulent avec parfois des campagnes de prévention, de dépistage plus spécifiques vers certaines communautés pour s'adapter au mieux aux personnes concernées. Est-ce qu'on parle des pays nordiques par exemple ou pas forcément Non, pas forcément. Voilà. Peut-être ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est... Je pense que le VIH, et notamment en France, on l'a vu avec ce qu'on appelle la loi Kouchner sur les droits du malade, a apporté quand même quelque chose de très important qui était la reconnaissance du rôle central que jouent les patients, les malades, ou même quand ils ne sont pas malades, les personnes infectées, dans leur propre santé. Avant, on avait un rapport très vertical. Le médecin ou la médecin disait quelque chose, le patient il disait oui. Le mouvement communautaire des activistes, des associations, ils ont mis ça en question. Et ils ont dit non, vous ne ferez pas sans nous, parce que c'est nous, tout d'abord, que ça la concerne. Et donc, ils ont changé, d'une certaine façon, le rapport de force, et on commence de plus en plus à avoir ce qu'on aimerait une sorte de démocratie sanitaire, c'est-à-dire donner une place
aux citoyens eux-mêmes pour décider de leur santé. Et donc peut-être qu'il y a des pays qui ont réussi à mettre plus d'espace dans lequel le citoyen peut venir donner son avis sur sa santé. Et ça, on peut le voir positivement. Malheureusement, en France, on le voit pendant la Covid, on a tardé, mais des mois et des mois, voire même aujourd'hui, ce n'est pas encore bien, pour donner la parole aux citoyens sur les mesures qui étaient prêtes. Et on a considéré que là-haut, les décisions se prenaient, poum, et tombaient en bas. C'est super intéressant ce que vous dites, ça veut dire que ça a sans doute nourri... Revenons sur le Covid et le mouvement de défiance qu'il y a eu, qui est encore en pour partie, mais vis-à-vis des vaccins, ça s'expliquerait pour partie par cette absence de démocratie sanitaire. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi. C'est très intéressant. C'est ce que je pense aussi. On avait signalé à plusieurs d'ailleurs qu'il fallait absolument prendre en considération l'avis des citoyens, l'avis des représentants des citoyens, et ça n'a pas été suffisamment fait. Maintenant, je vois des pays qui pourtant sont pas des mauvais exemples pour le VIH. Je suis en train de penser à l'Australie, par exemple, où justement l'avis en particulier des personnes concernées a beaucoup été pris en considération et assez tôt en Australie. Pour le Covid, ils n'ont pas fait mieux que nous. Donc, il y a une capacité d'oublier. J'en parlais récemment avec une collègue australienne qui me disait « Oui, tu as raison, on a fait dans l'urgence, dans la précipitation, sans prendre suffisamment en considération justement ce qu'on a fait beaucoup mieux pour le VIH. » Ouais. Et là la crise sanitaire, elle a 2 ans. On peut comprendre que dans les premières semaines, les premiers mois, il y a eu de l'urgence et de la précipitation, mais peut-être qu'il y aurait eu mettre un ton de la pédagogie, de l'explication. Et d'ailleurs, cette pédagogie, l'explication pour aller vers je ne sais pas si c'est le bon terme, mais à plus de démocratie sanitaire et justement réduire certains fossés qu'on voit apparaître, par exemple sur la question des vaccins. À qui incombe cette mission? Est-ce que c'est aux médecins? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que ce sont aux deux? Oui. L'ensemble, c'est un ensemble, oui. C'est ça, c'est un ensemble. Absolument. Non, mais il faut que ça commence par le politique, quand même. Par là où se prennent les décisions. Et donc, à l'époque, avec Françoise et avec d'autres, on avait poussé justement pour donner plus de place. Le conseil scientifique, qui était initialement composé que, comme son nom l'indique, de médecins ou scientifiques, a donné une place à 2 personnes venant de la société civile suite à des mobilisations qu'il y a eu. Mais on a considéré que ce n'était pas assez, continue à pousser. Et oui, je pense qu'avant tout, c'est le politique qui doit créer les espaces de participation ça citoyenne. veut dire quand même qu'il y a des leçons qui n'ont pas été tirées du passé, par exemple de la lutte contre le VIH et le sida. Et nous, c'est ce qu'on a mis sur la table, c'était de dire c'était un des grands enseignements de la lutte contre le VIH-Sida. Florence. Et pourtant, c'est ce qu'on disait au début, c'est que les associations que nous on soutient sur le terrain, qui vont justement au plus près des populations très éloignées de l'information pour parler VIH, dépistage, etc., on voit à quel point elles ont eu à la fois un rôle prépondérant justement sur l'information, sur la bonne information, sur la Covid, sur les gestes barrières, voilà, vraiment adaptés aux populations concernées. On a des associations, et ça a été une longue bataille qui depuis plusieurs années font du dépistage du VIH avec des tests rapides sur le terrain, etc. On voit à quel point ces associations, elles ont une capacité incroyable en termes d'action sur le terrain pour aussi lutter contre les fake news, enfin les fausses idées qui se sont répandues sur la Covid. Elles sont au plus proche des personnes qui sont justement très éloignées de l'information et qui peuvent aussi être victimes de fausses informations et de toute cette sphère complotiste. Et ça, c'est vraiment important. On regrette vraiment que plus de moyens n'est pas... Nous, on a fait ce qu'on a pu, mais bon, on n'est pas l'État. Plus de moyens n'aient pas été donnés à toutes ces associations qui ont des équipes incroyables sur le terrain pour parler des gestes barrières, pourquoi pas, on aurait pu faire du dépistage aussi Covid sur le terrain. Enfin, ce maillage des associations partout sur le territoire, il est essentiel et dans tous les domaines de la santé. À la fois de moyens et une consultation. Oui, vous dites clairement que dans la crise sanitaire, par exemple, tout est venu d'en haut. Oui. Voilà, en disant voilà, il faut faire comme ça, avec parfois des retours en arrière, des hésitations, parfois des mensonges, alors qu'il aurait fallu discuter, expliquer, se reposer sur les associations. Justement, parce que Françoise et Florence peut-être vont pas le dire, elles sont humbles, mais je suis très fier d'être au conseil d'administration de SIDAction, parce que justement, et je pense que c'est important que les gens le comprennent, SIDAction ne fait pas à la place d'eux.
SIDAction ne va pas décider ce qu'il y a de mieux pour tel ou tel groupe de personnes et aller mettre en place quelque chose. SIDAction va donner des moyens à ces communautés, à ces populations, à ces personnes de décider ce qui est le mieux pour eux et de mettre en œuvre ces actions. Et donc tous les dons qu'on reçoit aujourd'hui et tous ces moyens-là, c'est important de l'avoir en tête, c'est vraiment pour aller dans le sens de ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire donner des moyens concrets aux personnes de se prendre en charge eux-mêmes. Et ça, c'est quand même très important dans la mission de SIDAction, je trouve. Tout à l'heure, je disais qu'on allait terminer ce débat tout à l'heure par une demi-heure sur le regard des jeunes sur le VIH et le sida. J'ai juste un message à l'instant de Rue qui dit « Perso, actuellement, je suis en 3e année de lycée. Je n'ai jamais eu de sensibilisation à tout ça. » On se posera cette question d'ailleurs du rôle de l'école peut-être dans cette sensibilisation. On s'intéresse ce soir ensemble à ce qui se passe en France aujourd'hui, sur le front de cette lutte. On va aussi se pencher sur ce qui se passe dans le reste du monde, notamment avec vous, Louis Pissarro. On évoquait les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur la lutte contre le VIH en France, notamment les retards en termes de dépistage. Dans le reste du monde, c'est la même chose? C'est pire encore dans beaucoup de pays. Je pense qu'une des choses qu'on a apprises, par exemple, c'est la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un système de santé. C'est tout le réseau qui est constitué par non seulement les hôpitaux, parce que souvent on pense au CHU, aux grands hôpitaux ici à Paris ou dans les villes, mais c'est tout le réseau, le maillage qui vient en dessous, des centres de santé, pas seulement les médecins, mais infirmiers, sages-femmes, travailleurs sociaux qui sont en réseau. Et donc nous, on a la chance d'avoir un système de santé qui certes est fragile aujourd'hui, et on le voit parce que les soignants tirent la gueule et la langue fort, mais qui quand même a plus ou moins tenu vis-à-vis de la Covid. Imaginez-vous des pays où ce système de santé-là est quasi absent. C'est la catastrophe. Comme le disait tout à l'heure Florence, si vous devez aller tous les mois chercher vos médicaments, faire renouveler une ordonnance, vous souvent venez d'un village où ça vous prend 10 heures, parfois à pied, parfois autrement. Vous arrivez et le service est fermé. Il y a la Covid, le médecin n'est pas venu. Vous faites quoi? Vous repartez sans traitement. Et donc un patient qui est infecté par le VIH, qui repart à la maison sans son traitement, ça veut dire que pendant 1 mois, il ne va pas prendre son traitement. Le virus qui dormait va se réveiller. Il va peut-être créer des résistances. Quand il va revenir chercher son traitement, peut-être que le traitement ne marche plus. Ça veut dire qu'il va falloir chercher d'autres médicaments qui souvent coûtent plus cher. Et il y en a en moins nombre. Donc, il y a un effet boule de neige qui se met en place en termes de conséquences qui est terrible. Et comme le disait Florence, on est en train de voir que le début. Parce qu'on craint beaucoup ce qui va arriver derrière. Donc, cette idée de travailler sur les systèmes de santé, et notamment au niveau communautaire, c'est-à-dire au niveau le plus proche des patients, et un des grands enseignements à l'international aussi. On est sur un média particulier qui s'appelle Twitch, où il y a un truc très très beau qui illustre la philosophie de générosité et de partage de cet univers. Vous savez, Twitch, c'est un endroit où il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'actions caritatives, beaucoup de mobilisation, des streamers, des viewers, ce soir pour le SIDAction, mais pour plein d'autres causes. Et là, par exemple, on a reçu un raid. Alors, un raid, c'est quand un autre streamer vous envoie ses viewers en fin de stream. Voilà. Et donc là, on a reçu un raid d'Expat Malgré Lui, qui est un garçon, c'est un Français qui est en Thaïlande, je crois. Et Expat Malgré Lui, parce qu'il s'est retrouvé bloqué en Thaïlande par la crise sanitaire. Voilà. Donc là, il nous envoie ses viewers, donc je les accueille, merci. Puisque je suis au remerciement, je vais remercier les derniers dons, parce qu'il y a beaucoup de dons, merci beaucoup. Bruno, 72 €, Lauriane, 27 €. Merci SIDAction pour votre travail, nous dit Lauriane, enfin vous dit Lauriane. Des dons anonymes, des gros, des petits. J'ai un don de 100 € anonyme. Fais chauffer la tondeuse, Samuel. Elle est prête, la tondeuse, elle est chaude. Moi, je demande qu'à ça. Alors, je vais vous dire où on en est. On n'y est pas encore, hein, au crâne rasé. Sur ma chaîne, on va faire un point sur les dons. Déjà collecté 5 586 €. Voilà, avec le petit stream de ce matin, et déjà 88 300 € depuis donc hier 14 h pour le Gaming for SIDAction. L'objectif étant de battre la collecte de l'an dernier qui est de un peu plus de 189 000 €. Je pense qu'on est bien parti. Voilà. Donc je remercie encore un ou deux dons et hop,
ici. Voilà, merci beaucoup. Nicole également, merci. Beaucoup de dons anonymes, merci beaucoup. Pour laisser sur l'international, docteur, vous nous disiez, à l'étranger c'est parfois pire et dans certains pays c'est critique. Quels sont les pays où la situation est la plus critique sur la question du VIH et du sida dans le monde sans on va en citer plusieurs, mais et pour quelles raisons? La Russie. Ça dépend comment on qualifie peut-être la question critique. C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir des chiffres pour pouvoir dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on ne les a pas toujours. Pour avoir des chiffres, il faut pouvoir dépister. On rejoint ce que disait Françoise au début sur le VIH, mais ça a été la même chose sur la Covid. Et on a vu que pouvoir dépister dans beaucoup de pays, c'était très très difficile. Et donc les chiffres, c'est souvent des chiffres qu'on a a posteriori. On a dit à un moment donné, par exemple, en Afrique, il n'y a pas eu la Covid. Ouais. Oui. Et on allait tous sur, c'est parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils vivent à l'air libre, parce qu'ils ont tellement d'autres maladies par ailleurs qui sont résistants, etc. Mais quand on a fait des tests de ce qu'on appelle anticorps, c'est pour regarder si la personne elle a été infectée, elle a développé, dans certains pays, on a vu qu'il y avait plus de 50% de la population qui avait eu la Covid. En fait, le virus avait circulé. On ne les avait pas dépistés et personne ne le sait. Et ensuite, il faut savoir l'impact. Parce que des gens disent oui, mais comme ils sont jeunes, etc., ce n'est pas grave pour eux. Mais si on n'a pas de chiffres sur les décès, si on ne va pas comptabiliser ça, comment pouvoir parler de gravité? Donc c'est pour ça que c'est important, ce que je pense, je disais tout à l'heure, c'est penser au système de santé jusqu'au niveau le plus bas, qui soit solide pour anticiper ce qui va venir après. Parce que là, on a parlé de la Covid, mais on sait qu'il y aura d'autres pandémies comme la Covid plus tard. Donc on est entre les deux quelque part aujourd'hui. Ça, c'est une gravité. Une autre gravité, c'est quand on s'est attaqué aux droits des gens et qu'on a mis en place des lois, parfois, qui pouvaient restreindre des libertés, etc. Donc, on n'est pas là sur le versant, on va dire, sanitaire, biomédical. On peut être là aussi sur des versants où certains pays qui ont des dérives autoritaires se sont permis, parfois avec des populations, enfin les Ouïghours en Chine, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on a été faire les choses dans les règles de l'art, etc. Donc je pense qu'en termes de gravité, c'est important d'avoir les deux aspects en tête. Je trouve quand même, on peut dire, Louis, que le continent africain a été particulièrement touché par l'épidémie de VIH, elle l'est toujours, et en particulier l'Afrique, je dirais, du Sud. Tu dis Covid ou VIH? VIH, je sais pas. D'accord. Ok, moi j'étais Covid, mais vas-y. Non, mais là on parlait de VIH. Oui, mais et pays africains qui aujourd'hui ont accès au traitement? Qui ont accès au traitement, il y a eu de gros progrès. C'est pas encore parfait puisque de tête, je crois qu'il y a 73% dans le monde de personnes qui ont accès au traitement. Ça veut dire qu'il y a encore pas loin de 30% de personnes qui n'ont pas, entre 25 et 30%, qui n'ont pas accès aux antirétroviraux dans le monde. Or, c'est vrai que c'est particulièrement critique, comme je disais, pour des pays d'Afrique subsaharienne et en particulier l'Afrique du Sud, mais pas que. D'autres pays d'Afrique restent très touchés. Et je dois dire que l'Afrique francophone, centrale et de l'Est est peut-être plus en retard que les pays d'Afrique anglophone dans la prise en charge des patients et l'amélioration de la prévention. Est-ce qu'on peut dire que la carte de la pauvreté et de la mortalité par sida se superpose? Est-ce qu'on peut dire que les pays où on meurt le plus du sida en France, oui et non, ou pas oui et non, parce qu'effectivement, on peut être très très inquiet par ce qui se passe depuis quelques années en Europe de l'Est. Avec la Russie. Alors évidemment, l'Ukraine est sur l'actualité pour les raisons qu'on connaît. Mais l'Ukraine est très touchée. L'Ukraine était le deuxième pays le plus touché dans cette région. La Russie fait partie des pays qui empêchent de faire progresser les indicateurs au niveau mondial. Il y a une épidémie très importante en Russie et en lien avec ce que disait Louis tout à l'heure, en partie due à des lois qui répriment durement les personnes qui sont potentiellement concernées par le VIH. Quand vous n'avez pas le droit de faire, par exemple, des programmes d'échange d'ostringues
pour les usagers de drogue. Pourtant, ce sont les programmes d'échange de seringues stérilisés, c'est vraiment ce qui a fait le succès de la lutte contre le VIH en France pour les usagers de drogue. Et ben, quand vous n'êtes pas autorisé à le faire ou quand les usagers de drogue n'ont pas accès à des produits méthadone, etc., pour aider à se sevrer de l'usage de drogue, forcément, vous n'aidez pas les personnes à aller vers les soins, à aller se faire dépister. Et effectivement, en termes de situation extrêmement compliquée, extrêmement inquiétante, on a toute cette région de l'Europe de l'Est qui est parfois plus inquiétante que certains pays qui ont des revenus moins élevés. Pour répondre à la question, parfois ça ne se superpose pas toujours. Tout à fait. Et peut-être avoir en tête aussi que les populations qui sont touchées ne sont pas les mêmes selon les régions du monde. C'est-à-dire que ce que disait Françoise, par exemple, sur l'Afrique subsaharienne, tout à fait juste, là on a vraiment la population générale Qui est touchée. Et qui explique ce côté massif de l'épidémie. Quand on prend par exemple le Maghreb, Moyen-Orient, là on sait que les populations des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, par exemple, pour les questions de stigmatisation, etc., vont avoir un sujet important qui se joue. L'Europe de l'Est, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur la toxicomanie, les injections de drogue par voie intraveineuse, on sait qu'on va avoir un courant qui est là. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que le type de réponse qu'on va appliquer doit être adapté À la situation du pays. là à l'épidémie à laquelle on constate. Et tu parlais tout à l'heure de l'école. On voit en Amérique latine, moi je suis chilien, le Chili qui avait complètement considéré que le VIH c'était fini, etc., avait arrêté l'éducation sexuelle à l'école, avec souvent en plus des questions, l'église un peu derrière qui pousse, etc. Et ben, le Chili se trouve aujourd'hui parmi les premiers pays au monde en termes de nouvelles infections chez les jeunes, à cause de ça. Donc même des pays qui avaient fait une croix en se disant, bon, ça ne nous a pas touchés, c'était chez les Africains, chez les Européens, etc. Si on relâche, et notamment à l'école, eh ben, on voit que ça part tout de suite. Et je voulais juste compléter, parce que c'est vraiment un axe très très fort à SIDAction, et notamment sur la façon dont on utilise l'argent collecté pour notamment les associations en Afrique. C'est tout ce qui relève de la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. Parce qu'effectivement, si en France, on a quasiment plus d'enfants qui naissent avec le VIH grâce au progrès, en Afrique, on a encore beaucoup d'enfants qui naissent avec le VIH. Et on a vraiment, notamment en Afrique francophone, un fort décalage sur le nombre d'enfants qui ont accès au traitement. François disait tout à l'heure qu'effectivement, on avait environ 73% des personnes qui avaient accès au traitement, mais pour les enfants, dans cette zone, c'est moins de 50% des enfants qui ont accès à un traitement. Et par ailleurs, ce sont souvent des traitements qui ne sont pas adaptés à des enfants. Voilà, les comprimés sont parfois trop gros, et vraiment, ça n'intéresse plus trop les laboratoires pharmaceutiques de développer ce type de traitement adapté aux enfants. Et donc, c'est un vrai enjeu pour SIDAction de porter du plaidoyer auprès notamment des instances internationales pour vraiment rattraper le retard qui a été pris en Afrique de l'Ouest sur la prise en charge des enfants. Moi, je suis vraiment ravi d'échanger avec vous parce que j'apprends énormément de choses et je vois des commentaires comme celui de Caradoc à l'instant, enfin il y a quelques minutes dans le chat que j'avais mis de côté. Caradoc qui dit « Moi j'ai 40 ans, je pensais bien suivre les infos sur le sujet, VIH, SIDA, et j'apprends beaucoup aujourd'hui, voilà, avec vous, voilà. » Donc, merci à tous pour vos réponses. Je suis sûr que Marie et Brock, vous êtes comme moi, vous apprenez sans doute énormément de choses. Je vais bien dormir ce soir avec beaucoup de connaissances. Et petite question, comment on s'occupe d'un enfant qui naît avec le VIH ? Alors, effectivement, si l'enfant effectivement naît avec le VIH, c'est-à-dire s'il y a eu la transmission de la mère à l'enfant, il est aussi... et notamment dans les pays qui proposent cet accès, il est très vite mis sous traitement, lui aussi, pour empêcher le fait que le VIH aussi se développe, un peu comme pour les adultes. Les injections ? Alors non, c'est des solutions, justement quand le traitement est adapté, c'est plutôt des solutions buvables. Okay. Voilà. Mais là où on a vraiment un enjeu, et notamment le Covid a eu un impact sur cette situation, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il faut que vous soyez sûr que l'enfant est séropositif. Et pour ça, on a maintenant des tests qui s'appellent des tests PCR qui permettent très tôt de savoir que l'enfant est séropositif. Et donc pour adapter un traitement si effectivement c'est le cas. Mais notamment pendant la période Covid, et c'était déjà le cas avant, c'est que ces tests dans certains pays ne sont pas toujours disponibles, ou alors on a les résultats très longtemps après l'examen. Ce qui fait que c'est vraiment une perte de chance pour l'enfant, parce que pendant ce temps-là, il n'est pas mis sous traitement, et qu'on a des enfants qui meurent avant 2 ans
du sida parce qu'ils ne sont pas assez rapidement diagnostiqués et donc pas pris en charge. Mais en revanche, si l'enfant est effectivement pris en charge, on a des enfants qui grandissent avec le VIH, des adolescents qui grandissent avec le VIH. On a aujourd'hui, nous, on soutient un réseau qui s'appelle Grandir Ensemble et qui est composé d'adolescents et jeunes adultes qui sont nés avec le VIH et donc de plusieurs pays d'Afrique. Et ces jeunes, ils prennent à leur tour le relais des plus anciens comme moi et d'autres personnalités en Afrique pour à leur tour se dire nous on est des jeunes vivant avec le VIH, aujourd'hui on voudrait nous aussi avoir un métier, continuer nos études, on va vivre avec le VIH, on va avoir des enfants, on voudrait fonder une famille, mais pour ça il faut effectivement que dans nos pays aussi puisse se développer l'accès au traitement, le dépistage donc ça, c'est... Oui, docteur, allez-y. Non, mais ce que je pense est important aussi dans ce que tu disais, Florence, et pour les jeunes, de se rendre compte pourquoi le sida chez les enfants a été négligé. En Europe, avec la trithérapie, comme tu le disais tout à l'heure, il y a pratiquement plus d'enfants qui naissent avec le VIH. Tu vois, parce que la maman reçoit la trithérapie, l'enfant, il naît sans le VIH. Du coup, c'est surtout dans les pays à plus faible revenu où les enfants sont en train de naître avec le VIH, car la trithérapie est moins répandue. Les labos pharmaceutiques, ils ont considéré que ce n'était pas rentable. Ils ont dit, eux, ils sont pauvres, ils ne vont pas acheter nos traitements, ils vivent dans des pays pauvres qui ne vont pas acheter nos traitements, donc ça ne nous intéresse pas. Et ils ont arrêté de développer des médicaments adaptés pour les enfants. Ce que tu disais tout à l'heure, injection ou pas, le sirop, mais au-delà du sirop, est-ce qu'il a un bon goût? Parce que tu sais qu'un bébé, tu lui donnes un sirop amer, il crache, quoi. Donc, développer aussi avec un bon goût, adapté à la posologie, le poids de l'enfant, etc. Et ça a fait partie d'un mouvement de beaucoup d'acteurs. Moi, je suis très fier, là où je travaille aujourd'hui à United, à l'OMS, on a participé au développement de nouveaux médicaments, mais aussi d'autres organisations comme DNDI, qui travaillent sur les maladies négligées et d'autres. Et c'est important, je pense, pour les nouvelles générations de se dire qu'on ne peut pas laisser aux laboratoires pharmaceutiques le monopole de décider quels médicaments il faut ou pas développer. Et il faut faire pression sur les gens qui nous gouvernent, on revient à nouveau à ce qu'on disait tout à l'heure, pour que ce soit le type de médicament ou que ce soit le prix, parce que parfois on paye des prix démentiels sur les médicaments, dans des arrangements dont on ne sait même pas comment ça se passe. Et donc, si on peut, via aussi tous ces réseaux et tout un mouvement citoyen, alerter nos gouvernements, leur dire attendez, c'est la santé de nous tous. Et ça ne peut pas se régler dans une petite pièce entre un labo pharmaceutique et quelqu'un. On veut savoir ce qui se passe et on veut que tout le monde puisse en bénéficier. On connaît la réponse des labos, je la donne à leur place, c'est la recherche, ça coûte très cher. Donc notre traitement, il faut qu'on le vende très cher, parce que si on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire les nouvelles recherches. Qu'est-ce qu'on répond à ces labos? Françoise. Est-ce que ça Premièrement, je dirais que les laboratoires pharmaceutiques, ce n'est pas eux qui financent la recherche d'amont, qui est celle qui va aboutir justement à des stratégies après pour développer des médicaments. Là, les chercheurs du fondamental dont je faisais partie autrefois, je peux vous dire que zéro. Ça vient pas 0 centime. D'accord, voilà. Donc, on ne peut pas compter sur une réponse qui est très claire. Sur eux. Par contre, il faudrait qu'on apprenne à mieux travailler ensemble, c'est sûr, avec les compagnies pharmaceutiques. Et puis, je crois que le VIH-Sida a été un bel exemple où on peut faire pression sur les compagnies pharmaceutiques pour abaisser les prix, puisque et c'est pas grâce aux chercheurs, c'est pas, je dirais, grâce au gouvernement un petit peu, mais c'est sous la pression réellement justement des personnes concernées par le VIH et du milieu associatif, des activistes, qu'il y a eu une diminution justement des prix des médicaments et un certain nombre de décisions qui ont été prises. Alors je crois qu'il faut continuer. Il faut continuer le combat et il nous faut une nouvelle génération d'activistes aujourd'hui. Ce que vous dites est parfait parce que ça rappelle la thématique de notre table ronde. Je m'adresse à ceux qui nous rejoignent là. On est ensemble depuis 1h30 à peu près. Notre table ronde, c'est le VIH. Quelle piste aujourd'hui pour en parler un jour au passé, à travers ce qu'on vient de se dire sur la recherche, mais aussi la responsabilité des États. Je crois que ça répond très clairement à l'interrogation.
Je me permets un sourire parce que je voyais Brooks très intéressé tout à l'heure par l'histoire notamment des sirops pour les enfants, dont les sirops amers, parce qu'il faut savoir que Brooks, moi je l'ai reçu à la maison il n'y a pas longtemps, on a fait une petite vidéo à la maison de teasing du gaming pour SIDAction. Et alors Brooks, il a un talent, il a un truc avec les enfants de fou. Moi j'ai deux petits diables à la maison de 5 et 2 ans. Le dernier, il est un petit peu sauvage. Et alors Brooks, il l'a vu, c'était son meilleur ami tout de suite. Donc, j'ai bien vu que sur le sirop amer, ça te parlait. Ouais, c'est important. Moi aussi, en ayant pris des médicaments, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué quand le médicament est très dur à avaler. Ça, il n'y a que les parents qui savent ça. Faire avaler un sirop pas bon à un enfant, c'est... Ma mère était très forte. Ma mère était Elle avait très, une très technique. forte. Elle avait une technique. Elle me laissait pas le choix, en fait. Donc, non, c'est quelque chose qui est une question que je me posais. Ouais, comment tu fais pour un enfant Donc, oui, je comprends qu'il faudrait un truc que l'enfant puisse avaler en prenant limite du plaisir, quoi. Parce que quand t'es petit, c'est compliqué. Mais ça, c'est une question que tous les parents se posent. Pourquoi ce médicament pour un enfant de 2 ans, il n'est pas bon? S'il y a des labos qui nous regardent, je fais passer le message. S'il vous plaît, faites un effort. Et peut-être aussi préciser que pour l'enfant, c'est, alors pas tout petit, mais plus tard, quand l'enfant vit avec le VIH, alors il a ses médicaments à prendre, mais lui aussi, il commence très tôt à faire face à la discrimination. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu beaucoup d'histoires, justement, d'enfants dont soit les petits camarades ou voire les professeurs apprenaient la séropositivité, et là aussi, tout d'un coup, il y avait des situations de discrimination très fortes envers ces enfants qui parfois, on a eu l'histoire il y a quelques années en France d'une maman qui a dû faire changer d'école à sa fille parce que voilà, la maîtresse avait appris que la petite fille était séropositive. Elle avait jeté une boîte de gants pour tout d'un coup pour la classe en disant que c'était pour autre chose, et en fait la petite s'est retrouvée vraiment dans une situation de grande discrimination, y compris par... Vous savez, il y a une espèce de phénomène qui fait que c'est en chaîne. C'est-à-dire que moi, mon conjoint, il était enseignant, il était professeur des écoles auprès des petits. Et pendant un moment, j'ai hésité à témoigner à visage découvert, pas parce que j'avais peur pour moi, mais j'avais peur que les personnes se disent, mais alors si elle est séropositive, est-ce que lui, il le serait? Alors si lui, il l'est, qu'est-ce qui se passe avec les enfants, les petits dans sa classe? Et voilà, on est aussi, et en Afrique et dans les pays où on travaille, on a vraiment cette situation de discrimination où les parents apprennent à leurs enfants à ne rien dire sur leur séropositivité pour éviter toute discrimination. Il nous reste 20 minutes ensemble. J'aimerais qu'on termine cet échange, cette table ronde sur la question des jeunes et le VIH, le sida. On a commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais je crois que c'est important. On va évoquer un sondage d'ailleurs qui vient d'être publié, sondage IFOP pour le SIDAction pour l'édition 2022, avec des chiffres qui sont étonnants. Je vais remercier tous ceux qui donnent. Pépin Camille à l'instant, 27 € pour le SIDAction, donc sur cette chaîne Twitch, 72 €. Saïskonk, Miruta, 10 €. Merci pour toutes ces informations qui ne sont pas assez diffusées, nous dit Miruta. Marion, merci pour des 27 €. Farming Run pour tes 31 €. Petite pierre à l'édifice, il n'y a pas de petite pierre, c'est même une grosse pierre. Je vois un don anonyme de 9 €. Je vois Oral B2 qui vient de donner 100 € au SIDAction. On va rappeler, on ne l'a pas dit, mais que... Je ne sais pas si on l'a dit au début du stream, peut-être pas cet après-midi, mais que pour ceux qui ont la chance de payer des impôts, parce que tout le monde ne paye pas des impôts, c'est déductible à hauteur de 66%, Florence. Votre don est déductible à hauteur de 66% pour ceux qui payent des impôts. Donc voilà, merci pour tous ces dons. Merci. Pour terminer, donc, quel est le regard, le rapport, le comportement de la jeune génération, des jeunes aujourd'hui vis-à-vis du sida? On a évoqué tout à l'heure ceux qui avaient découvert l'amour en même temps que le sida, qui avaient été parfois confrontés, parfois sensibilisés. On se rappelle de certaines œuvres artistiques ou de films comme Les Nuits Fauves, par exemple, qui ont pu marquer une génération. Mais alors, aujourd'hui, moi, la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est les jeunes, on va dire, le sondage où je vous parlais, il parle des 15-24 ans, par exemple. Quel est leur rapport au VIH et au sida? Marie et Brody Brooks, on a commencé à en parler tout à l'heure. Et à travers vos témoignages et puis de ce qu'on se disait, on a l'impression quand même le rapport des 15-24 ans, on va parler du sondage dans un instant, il est distant, pour pas dire comment qualifier, il est même absent par rapport à cette problématique. Moi, c'est la sensation que j'ai, en tout cas. Même moi, ma génération, j'ai 33 ans. C'est déjà dans le discours de beaucoup de gens
Et même peut-être moi aussi, inconsciemment, c'est une maladie d'avant. Ça n'existe plus. Et surtout avec la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du SARS-CoV-2, on a beaucoup parlé de la Covid-19. Et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il y a les autres maladies, les autres combats. Et parfois, c'est recentré, alors notamment avec des initiatives comme ça qui sont fabuleuses parce qu'elles ont toujours su se moderniser. Et en ça, je tiens vraiment à vous féliciter parce que vous avez toujours su vous adresser à tout le monde. Et je me souviens d'une campagne publicitaire, moi, qui m'avait profondément marquée. C'était des visages de gens assez proches et il y avait des tout petits messages écrits, mais vraiment tout petits. Il fallait s'approcher. Et il y avait marqué « Bravo, vous avez approché une personne séropositive ». Ben, c'était hyper marquant parce que ça nous confrontait justement avec cette crainte fantôme d'une maladie en fait qui est, si elle est prise en charge, eh bien traitée, freinée, endormie. Et c'est des choses qu'on répète pas assez. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens comme Brox ou moi aujourd'hui qui ont appris plein de choses de vous, de vos expériences et de cette table ronde. Donc déjà, merci parce que c'est un travail fabuleux, quoi. Et il faut continuer comme ça. Et c'est ce qu'on nous dit dans le chat aussi ce soir. Le sondage dont je parlais, voici les chiffres. C'est un sondage qui dit qu'en 2022, donc sondage IFOP très récent, 69% des jeunes en France, 15-24 ans, s'estiment bien informés sur la question du VIH/SIDA. 69%. Il y a 2 ans, début de la crise sanitaire, ils étaient 74%. Donc on a une baisse de 5 points en 2 ans. C'est la crise sanitaire ? Comme disait Marie à l'instant, ça a un peu... Ça fait disparaître un peu le reste, ça a un peu étouffé le reste. Il y a 2 choses. Hein. À la fois, déjà avant la crise sanitaire, on avait quand même une baisse. Voilà. On a commencé déjà depuis 2009. Hein, on a commencé à avoir une baisse. Et parce que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, ces séances d'éducation à la sexualité, il devrait y avoir 3 séances par an d'éducation à la sexualité qui ne sont pas faites systématiquement. Et donc là, on en voit l'impact. Normalement, il y a 3 séances par an. D'éducation à la sexualité. À quel niveau ? Lycée. Oui, 3e et lycée. Et de fait, voilà, on devrait avoir ces séances. Et c'est pas toujours fait. Et c'est pas toujours fait. Alors, c'est pas toujours fait. Et quand c'est fait, parfois, c'est fait par des professeurs. Et des professeurs qui sont très engagés, hein, certes, mais malgré tout, quand on parle de VIH, on parle de sexualité. Et parler de sexualité, moi, j'aurais pas parlé à 15 ans de sexualité avec mon prof de biologie. Enfin, on parlait de biologie à l'époque. Et effectivement, même si on a des professeurs très engagés, parler de VIH, c'est parler de toutes les sexualités, de parler parfois de questions un peu taboues. Et c'est un métier. C'est-à-dire qu'on a des acteurs de prévention qui sont formés à animer des groupes de jeunes. Le VIH, il arrive après. C'est-à-dire qu'on parle d'abord de ce qu'est la sexualité, du consentement, du plaisir, des sexualités, etc. Laurence, vous nous dites que ces cours là dont on parle, enfin c'est pas le mot cours d'ailleurs, des séances, oui. Ces séances, en fait, elles devraient plutôt à l'école être assurées par ces associatifs, ces bénévoles, on a vu que quand effectivement elles étaient assurées par des acteurs externes, il y avait 2 avantages. À la fois, ça mettait de la distance parce que parler de sexualité avec son prof. Voilà, en tout cas, c'est pas très simple. Et surtout, ce sont des personnes qui sont formées à ces actions de prévention, à comment gérer la parole, comment gérer les tabous, les résistances. Moi, c'est pas mon métier d'intervenir auprès des jeunes. Je suis intervenue une seule fois et j'ai vu à quel point c'était un métier parce que j'ai voulu parler préservatif. Et je sentais qu'il y avait une espèce de silence dans la classe. Et moi, je ne suis pas formée à travailler aussi avec les jeunes. Et après la séance, des jeunes filles, en fait, étaient venues me voir en me disant... Enfin, madame, nous, c'est simple. Si un garçon, il a un préservatif avec lui, on va dire qu'il est sérieux, responsable. Nous, si on dit, en tant que fille, qu'on a un préservatif dans notre sac, on va nous traiter de... Oui, je vois très bien le mot. Ouais. Faire une séance d'animation, avant même de parler de VIH, c'est aussi d'aborder toutes ces questions, savoir faire dialoguer les jeunes entre eux, etc. Et ça prend du temps. Il y avait un magnifique documentaire sur France 5 il n'y a pas très longtemps qui montrait ce travail des acteurs de prévention et qui libère la parole aussi. Donc on voit qu'il y a des solutions en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Et c'est vraiment ce qui manque. Et par ailleurs, pour répondre à votre question de tout à l'heure, l'impact de la crise sanitaire a été terrible. Parce que là, pour le coup, effectivement, depuis 2 ans, je dois admettre que les priorités des chefs d'établissement devaient être sûrement ailleurs que de savoir comment gérer à quel moment les séances d'éducation à la sexualité. Et on voit le décrochage, et avec en plus toutes les fausses informations qui reviennent dans le sondage. On va en parler, je l'ai dans le sondage. Juste avant Brox et Marie, on est sur Twitch. Les nouveaux canaux, les nouveaux médias, les nouveaux supports médiatiques se multiplient et ils sont tous très passionnants. C'est peut-être des outils privilégiés
pour parler de divers sujets, notamment de celui-ci, à la jeune génération. C'est ce qu'on fait ce soir, mais on pourrait le faire plus. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ce serait, je pense qu'il devrait y en avoir plus sur divers réseaux tels Instagram ou même encore TikTok. Twitch, on part du monde du jeu vidéo à l'origine, mais on voit bien que Twitch peut servir à plein d'autres choses. Bien sûr, et même des mini-pubs publicités qui apparaîtraient assez fréquemment sur Twitch, qui amènerait à sensibiliser beaucoup plus la jeune génération qui se nourrit exclusivement de ces réseaux. C'est quelque chose qui fonctionnerait très très bien. Très bonne proposition là. Est-ce qu'il y a des ministres avec nous dans le chat ? Signalez-vous si c'est le cas, ou des responsables. Plus ministre bientôt. Utiliser Twitch par exemple pour passer des messages de prévention. Qui sont super importants. Sous forme de spot. Je crois pas que ça existe aujourd'hui, j'en ai pas vu passer, mais en tout cas. J'en ai pas vu passer non crois plus. Et pour reprendre ce que disait Florence, ces séances qui sont censées être obligatoires et qui ne sont pas assurées aujourd'hui, peut-être parce qu'elles nécessitent aussi, quand on fait appel à une cellule d'expertise extérieure, ça nécessite peut-être aussi des enveloppes, etc. Et c'est pas tous les établissements qui prennent l'initiative. Et d'où notre plaidoyer. On veut qu'effectivement des moyens soient donnés effectivement au lycée parce que ces acteurs ne sont pas bénévoles. Enfin, voilà, c'est leur métier. Donc c'est important de pouvoir. Est-ce que le SIDAction finance des opérations vers les jeunes de prévention, de sensibilisation ? Alors, pas en lycée. On finance des associations comme vous avez Arrêt Média qui interviennent dans les lycées, mais c'est pas nous qui finançons directement l'intervention. On finance autre chose pour Arrêt Média. En revanche, ce qu'on fait, et on parlait d'Internet, on finance des actions de prévention qui se passent sur Internet, notamment sur les sites de rencontres. Pour des jeunes gays, par exemple, enfin, pas que jeunes d'ailleurs, mais effectivement utiliser en fait l'outil Internet parce que voilà, on a des outils de rencontre sur Internet, on en a plein, et utiliser les outils Internet. On a des acteurs de prévention qui prennent un pseudo et qui interviennent au nom de leur association sur Internet justement pour faire passer tous ces messages, pour dire où est-ce qu'on peut aller pour aller se faire dépister, par exemple. Donc on voit bien, on a tous au bout de la main greffé notre téléphone portable. On sait aussi et on l'a vu depuis 2 ans, que c'est aussi sur Internet, aussi sur les réseaux qu'on peut trouver les fake news, les pires idées complotistes, y compris autour du VIH, qui n'existerait pas, etc. Et bien, il faut chercher à contrer ça pour avoir en face la même force de frappe pour informer les jeunes là où ils sont. Et parfois, là où ils sont, c'est à l'école, mais c'est aussi sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. Marie, toi qui connais les deux mondes, parce que tu connais le monde de la télévision, tu connais le monde du numérique, tu es youtubeuse, tu streams. Voilà. Depuis récemment. Oui, mais j'ai vu avec talent et succès. Est-ce que, comme le disait Brooks, tu penses qu'au-delà du divertissement, on peut utiliser ces nouveaux supports pour faire autre chose et notamment faire passer des messages de prévention qui peuvent être sous des formes sympas d'ailleurs, mais Totalement. De toute façon, Twitch, c'est un média. C'est vrai qu'à la base, il est identifié très jeu vidéo, mais on a montré, et l'expérience montre, qu'il s'adapte en fait, et que les formats s'adaptent très très bien à ce nouveau média. De toute façon, c'est une mission d'intérêt public. C'est une question de santé publique. Donc, dans tous les cas, c'est une véritable nécessité, je pense, de porter ce message sur autant de plateformes possibles. Et Twitch s'y prête très, très bien. En témoigne cette table ronde aujourd'hui. Je parlais du sondage. J'y reviens sur les idées reçues. Alors, écoutez, Marie et Brooke, je pense que ça vous allez un petit peu halluciner. Aujourd'hui, selon ce sondage IFOP qui vient de paraître, 23% des jeunes français pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive. 23%, presque un quart. Donc on va rappeler ce soir que non, on ne peut pas transmettre le virus en s'embrassant. Voilà. D'autant plus que ça reboucle ce qu'on disait tout au début, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la science, on sait et grâce à l'expérience, on sait qu'une personne séropositive qui est sous traitement ne transmet pas le VIH dans le cadre de relations sexuelles. Et donc, a fortiori, encore moins en embrassant une autre personne. On sait que la science nous a fait tellement progresser qu'aujourd'hui, grâce à ces traitements, une personne séropositive peut avoir des relations sexuelles sans préservatif. Elle ne transmettra pas le VIH, comme l'expliquait tout à l'heure Louis. Et donc, encore moins en buvant dans le même verre, en embrassant une personne, en étant en contact avec la transpiration, puisque ça fait partie. J'ai d'autres chiffres qui vont dans ce sens. 27% des jeunes interrogés par cette enquête IFOP, donc jeunes selon cette enquête, on va être carré, c'est 15-24 ans, 27% considèrent qu'il existe des médicaments pour guérir du sida. Et on l'a rappelé tout à l'heure au début de l'émission qu'aujourd'hui, hélas, ça n'existait pas encore. Et enfin, 19%, et ça c'est
pardon, mais c'est un peu hallucinant, 19% des jeunes interrogés pensent que la pilule contraceptive d'urgence protège du VIH. 20%. Hors sujet, là. On est vraiment sur ces chiffres qui malheureusement se confirment d'année en année. On est toujours dans cette proportion entre 15, 20 et 22%. Ça ne diminue pas. Non, ça ne diminue pas. Non, ça ne diminue pas. Et on a aussi ce chiffre qui nous dit que plus de 30% des jeunes pensent qu'en ayant des rapports protégés avec une personne séropositive, il y a quand même un risque de transmission. Donc vous voyez, c'est tenace, hein, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre avoir des résultats d'études qui sont fondés, etc., et puis à un moment se projeter dans son imaginaire au contact. Vous parliez tout à l'heure, bravo, vous avez été en contact avec une personne séropositive. Voilà, il y a cette peur qui reste en disant on ne sait jamais, etc., etc. Et on voit à quel point, on parlait tout à l'heure des applications de rencontres, hein, où des personnes vont apprendre la séropositivité d'une autre personne sur l'application de rencontre et vont dire ah non, alors là, non, sans moi, quoi. Enfin, et avec des termes qui sont est-ce que tu es clean ? Le terme de clean, quoi, qui a tellement de sens. Encore une fois, culpabilisante de comment ça t'est arrivé. Et donc on ne serait pas clean, on serait pas clean si on est séropositif. Donc c'est vraiment cette peur qui reste, enfin, vraiment, et qui fait que parfois on est confronté à des situations où on se dit finalement je serais effectivement mieux de ne pas en parler parce que même si j'ai effectivement accès à un traitement, tout ce que ça peut amener encore aujourd'hui. Alors moi je ne désespère pas, hein, je pense que le fait de témoigner, plus il y aura de personnes malgré tout qui vont témoigner, plus ça permettra effectivement d'enlever ce fantasme. Moi j'ai compris ça le jour où j'ai vu la première personne séropositive que j'ai vue, non pas pour de vrai, mais par l'intermédiaire d'un grand écran, c'était Magic Johnson. Moi aussi. Vous voyez, Magic Johnson, Oui, c'est basketteur. j'ai pris connaissance de ce virus. Ouais. C'était par Magic Johnson. Et je me suis dit, voilà, ce que le médecin m'avait dit il y a quelques mois en me disant tu vas voir, ça va aller, et ben, je n'ai pas cru le médecin, mais quand j'ai vu Magic Johnson qui disait moi j'ai eu accès à ces traitements et je suis en vie, je me suis dit, ben voilà, là j'y crois. Et je pense que quand moi je fais des témoignages, j'ai encore des personnes qui viennent me voir après en disant mais moi je suis séropositive ou je suis séropositif, personne ne le sait dans mon entourage, je ne peux pas le dire. Et ils vivent ça tellement comme un lourd secret que ça leur empoisonne la vie, enfin, bien plus que les traitements, bien plus que le virus lui-même. C'est la discrimination qui empoisonne la vie des gens. On touche doucement à la fin de cette table ronde. J'aimerais qu'on finisse chacun par un petit mot, peut-être un message à faire passer ou un mot de conclusion. Je vais remercier tous ceux qui nous ont regardés parce que vous êtes très très nombreux en direct. Ça me fait vraiment plaisir que sur une plateforme comme Twitch, vous puissiez vous intéresser à ce genre de problématique. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais remercier les dons. Justine qui a donné 27 €, qui nous remercie pour cette table ronde très pédagogique. Même en croyant être informé, on continue d'apprendre. Voilà, moi, c'est mon cas ce soir. Je vois des dons anonymes. Nero, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Merci pour ton don, 27 €. Kitsulu Snow, 9 €. Pépin Camille, 27 €. Merci Samuel pour ton implication. Je n'ai pas encore rasé ma tête, mais j'y compte bien. Amandine, merci. Ouais, merci à tous. On va faire un point même sur bien le niveau de dons là, pour la deuxième édition de Gaming for SIDAction. Voilà. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres encore. Quoique non, j'espère qu'un jour il n'y en aura plus du tout, parce que ça veut dire qu'on aura réglé le problème. On est à 89 692 €. Voilà. Déjà, et sachez que vous pouvez donner jusqu'à minuit, minuit dimanche. Voilà, minuit dimanche. Donc, alors pas samedi soir minuit, dimanche minuit, juste avant lundi, par le téléphone, par internet, sidaction.org. Le numéro de téléphone, on va le rappeler. Le 110. C'est le 110. Oui. Et bien sûr, ici sur Twitch, directement sur la cagnotte de chacun des streamers. Je ne sais pas si les micros qui étaient des micros, je pense, qui n'attrapaient pas trop le bruit d'ambiance, vous ont fait entendre, mais il y a une ambiance de feu là-bas. Il y a des dizaines de streamers, une cinquantaine de streamers et de streameuses mobilisés sur leurs chaînes respectives et qui... d'ailleurs, je pense on les voit à l'image, voilà. Et qui donnent de leur temps, puisqu'ils le font bénévolement, bien sûr, pour collecter les dons en partageant avec vous leur passion de streamer. Ça peut être le jeu vidéo, ça peut être d'autres choses. Pour terminer, un mot, un message, un appel. Professeur Françoise Barré-Sinoussi. Un appel peut-être, aux jeunes,
aux jeunes, à la fois bien sûr pour qu'ils participent à ce combat contre le VIH-Sida. Tout à l'heure, je disais un appel à une nouvelle génération d'activistes. Et j'ai envie aussi de faire un appel à une nouvelle génération de jeunes chercheurs. Parce que ce sera eux, les nouvelles découvertes de demain, ce sera eux. Et pour l'instant, on a une petite inquiétude de voir de moins en moins de jeunes d'abord intéressés par la recherche en France et bien évidemment par ricochet intéressés par la recherche sur le VIH-Sida. Donc voilà, j'aimerais dire aux jeunes combien travailler sur le VIH-Sida, là je parle en connaissance de cause, c'est quelque chose de merveilleux, c'est plein de... contribuer à faire des découvertes, bien évidemment, mais ça va bien au-delà, ça. C'est une aventure humaine absolument splendide, où on est en contact justement avec des personnes concernées par une maladie, même quand on est chercheur au fond de son laboratoire. Non, ça n'est pas ça. On ne reste pas au fond de son laboratoire. On rencontre les personnes concernées en France, mais au-delà de la France, dans le monde entier. Et puis, on travaille la main dans la main avec le milieu associatif. Et ça, je crois que c'est ce qui a toujours caractérisé le VIH-Sida. On parle de la communauté VIH-Sida. Travailler sur le VIH-Sida, c'est rentrer dans une communauté. Vous m'avez convaincu. J'aurai 18 ans et j'en aurai les capacités, ce qui n'est pas le cas. Je ferai des études pour devenir chercheur. Docteur Pissarro. Pour compléter ce que dit Françoise, peut-être faire un appel quand même aux politiques. On a des élections bientôt. La France a été pionnière dans la solidarité sur les traitements. On a, au début des années 2000, créé ce qu'on appelle le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui a complètement changé la donne en ramenant des médicaments dans les pays où on pensait que c'était impossible. Et ça, vraiment, le gouvernement français a été à la pointe de cette initiative-là. Et comme on vient de le dire pendant 2 heures, la situation est loin d'être réglée. Et donc, on aimerait bien que, non seulement parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est solidaire, mais c'est aussi notre planète tout entière qu'on protège ici, que le président, la présidente qu'on aura n'oublie pas, je pense, ce rôle important que la France doit continuer à jouer au niveau de la scène internationale. On a entendu des let's go et des hurrahs, c'est parce qu'on vient de passer la barre des 90 000 € voilà, de dons. Et là, pour le coup, ce n'est pas des promesses de dons, puisque ce sont des dons effectifs sur Twitch, sur la plateforme. Marie, un mot Bien, dans la continuité de ce qu'on a dit et qui donne beaucoup d'espoir, aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à beaucoup de médias, beaucoup d'informations aussi qui nous viennent. On est très connectés et on n'a plus l'excuse de ne pas savoir. Donc moi, ce que je dirais aux gens qui pensent savoir ou qui ne savent pas trop, qui l'assument, qui ne le savent pas, c'est de toujours rester curieux, de toujours aller chercher l'information. Par exemple, depuis le 1er janvier 2022, je crois qu'au début, c'était en Île-de-France et dans les Alpes-Maritimes, mais à voir si ça s'est développé dans le reste du territoire, eh bien, vous pouviez aller dans n'importe quel labo de ville, sans ordonnance et de manière gratuite pour vous faire dépister. Et ce sont des informations que vous trouvez sur Internet. Allez les chercher et protégez-vous, parce que c'est aussi comme ça qu'on protège les autres. Juste un mot sur cette question, sur le dépistage. Oui, tout à fait. Depuis janvier, on peut aller partout en France, dans n'importe quel laboratoire, sans ordonnance et avoir un test de dépistage. Sans ordonnance, sans rendez-vous, dans tous les laboratoires, pour avoir un test de dépistage. Oui. Ça, effectivement, c'était à Paris et à Nice au départ, et ça, c'est depuis janvier. C'est fabuleux, alors. Elle est au courant sur l'actu, Marie. Hein. T'es au courant, hein. Écoute, on se renseigne. Je savais ça. Marie, un mot pour terminer cette table ronde, cet échange. Oui. Alors, comme je vais peut-être pas avoir l'occasion de le faire, moi, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des streamers et des gamers. Vous disiez tout à l'heure, vous avez appris des choses, mais moi, j'ai aussi appris des choses depuis 2 ans, ne serait-ce que d'avoir un compte Twitch, et surtout de découvrir à quel point il y avait une énergie et une mobilisation absolument incroyable. Et ça fait le lien pour moi avec aussi le message que j'ai envie de passer aux jeunes, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, les jeunes, il faut être costaud pour affronter le monde d'aujourd'hui et de demain, parce que entre le climat, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, etc. Et j'ai envie de leur dire, prenez aussi du plaisir, parce que quand on parle de VIH, ça fait peur aussi. Mais je pense que quand on prend du plaisir, quand on est dans une relation consentie, quand on est dans le respect de soi et des autres, alors on sait aussi se saisir, on peut aussi se saisir plus facilement des outils de prévention. Et j'ai envie vraiment de leur envoyer plein de cœur et tout à ces jeunes, parce que moi, ils me fascinent aussi par aujourd'hui leur capacité de mobilisation sur plein de sujets différents. Parfois, on se dit c'est sur d'autres sujets que le VIH, mais bah oui, effectivement. Mais tout ça aussi se rejoint, parce que si on avait encore 2 heures, on pourrait parler du concept One Health, sur le fait qu'avoir une santé globale, ça relève de l'écologie, ça relève de la santé humaine ou animale. Et bravo à tous ces jeunes, quoi. C'est génial. Je ne vais pas vous citer parce que je ne veux pas écorcher la citation, mais j'ai vu des mots de vous sur un blog, Florence, sur l'amour. C'est une belle campagne. Oui, c'est ça. Voilà, c'est que le VIH ne fait pas disparaître l'amour, mais que par amour, on pourra faire disparaître le VIH. Voilà. Faisons disparaître le VIH. Ça, je souscris à ça. Brooks, un dernier mot. Déjà, merci de m'avoir accueilli pour cette table ronde qui vraiment m'a appris énormément de choses et qui a dû apprendre énormément de choses à pas mal de monde, je pense aussi. Un grand merci aussi à tous les streamers qui sont un grand GG et un grand merci à tous les streamers qui se sont mobilisés et vraiment qui sont vraiment à fond pour cette cause, qui sont vraiment qui se donnent à 15 000%. Et aussi, tu constates, moi c'est ce qui me touche, j'ai découvert cet univers il y a 1 an et demi, la générosité, la solidarité dans ce milieu de Twitch singulièrement, puisque c'est celui que je connais le mieux, et du stream. Moi je trouve ça incroyable. Ça nous fait accomplir des grandes choses, ça nous rend fiers de nous, de notre communauté de gamers qui a aussi très longtemps pointé du doigt comme des gens un peu exclus de la société. Et aujourd'hui, si on peut ramener notre pierre à l'édifice et aider à ce que le monde se porte mieux grâce à ce qu'il nous a fait, c'est-à-dire le jeu vidéo, en passant par des mouvements et des événements comme cela, ça nous rend super fiers. Donc un grand GG à mes confrères et tous ces jeunes gens sont en train de faire derrière tous ces jeunes gens qui sont en train de faire décrocher la lune. Et voilà aussi un appel aussi à tous mes amis streamers qui traînent derrière eux des énormes communautés de jeunes, donc qui n'hésitent pas à prendre des positions et à se dresser devant eux et leur dire les prévenir des dangers de la vie et des problèmes du VIH et d'autres maladies. C'est très important ce que tu dis. Je me permets d'ouvrir une parenthèse parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, les nouvelles plateformes peuvent permettre à certaines personnes, influenceurs, streamers, youtubeurs, d'avoir des énormes communautés de centaines de milliers, parfois de millions de personnes. Et ça crée une responsabilité aussi, c'est que vous pouvez parler en direct à des gens qui vous font confiance. C'est l'idée de communauté. Et que, alors parfois c'est une prise de risque aussi, parce qu'on peut rester dans son confort de ma passion, de ce que j'aime faire et tout. Mais parfois, je crois que quand on a des convictions citoyennes, il ne faut pas hésiter à prendre ce risque de les partager, voilà, dans l'échange toujours, pas dans l'affirmation d'imposer. Mais ce que tu viens de dire sur que ceux qui ont un pouvoir d'influence par la communauté qu'ils ont créée, qui n'hésitent pas à s'en servir pour faire le bien et faire avancer la société, le monde dans lequel on vit vers du mieux. Je trouve ça très très juste. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs. C'est ce que je fais, c'est ce que je ferai toujours. C'est ce que je ferai toujours. C'est venu un peu tard, mais avec l'âge, j'apprends et j'essaye de l'inculquer. Oui, puisque tu es très vieux, tu as 30 ans, c'est pour ça que tu es très vieux. Très vieux. Je suis vieux dans le monde du jeu. Je pensais en t'écoutant, c'est vrai que nous, on a beaucoup discuté de comment on se bat contre un virus. C'est un peu notre objectif, se battre contre ce virus. Mais la générosité est là pour SIDAction. C'est vrai qu'on compte sur vous pour qu'elle devienne virale, quelque part. Et c'est vrai qu'il y a d'une certaine façon une contradiction là-dessus, mais cette viralité, des ondes positives... C'est pour aller dans le même sens. C'est à vous. Pour le même combat, au final. Voilà. Merci à tous les 5, vraiment. Merci à tous ceux qui... nous ont regardés en cette fin d'après-midi. Vous étiez très nombreux. Merci pour tous vos dons. Je vais remercier les derniers dons qui sont arrivés sur ma page, puisque chacun des streamers, des 50 streamers mobilisés ici, collecte sur sa page pour ensuite remplir la cagnotte commune. Donc merci aux dons anonymes d'abord,
À Nono pour les 10 €, Avenin pour une cause importante, nous dit Avenin, 91 € de dons, merci à toi. Ne comptons pas, agissons. Merci X pour les 5 €, merci Georges pour les 7 €, Justine, merci à toi. Cette deuxième édition du SIDAction, donc 2022, se poursuit jusqu'à dimanche minuit. Voilà. Il y a plein de streamers, là, allez les voir, vous tapez Gaming for SIDAction, Gaming for SIDAction sur Twitch ou sur Twitter, vous allez trouver toutes leurs chaînes. D'ailleurs, je pense qu'en régie, on va pouvoir le faire, mais il y a une tradition, je le disais, une belle tradition dans l'univers de Twitch, c'est de faire un raid en fin de stream, c'est-à-dire qu'en fait, toute la communauté réunie autour d'un direct, ici vous êtes encore plus de 5000, eh bien, on va vous inviter à découvrir le travail d'un autre streamer, d'une autre streameuse. Je vais laisser la régie choisir. Dans quelques secondes, on va basculer tous ensemble sur une autre chaîne pour un autre programme. Et merci encore. Bonne fin de journée, de week-end à tous. Merci. Merci à vous. Merci au public. Je ne sais pas si on a vu le public, mais il y avait un public très attentif. Merci à vous. Bonne soirée à tous et puis restons unis. Soyez un petit peu égoïstes. Pensez à vous pour être heureux. Faites attention à vous. Et puis une fois que vous serez heureux, essayez de rendre les autres autour de vous heureux. Je pense qu'on pourra faire avancer un petit peu les trucs comme ça. Bonne soirée à tous et à demain pour ma part sur cette chaîne pour une revue de presse pour le SIDAction. Merci à tous les 5.